Le silence de l'amphithéâtre se brisa comme du verre quand Théo Maréchal claqua la porte d'entrée. 27 ans, costume Armani impeccablement taillé, montre Patek Philippe brillant à son poignet gauche. Il avait cette assurance irritante que seuls possèdent ceux qui n'ont jamais eu à mériter quoi que ce soit. « Excusez-moi pour le retard », lança-t-il sans une once de sincérité dans la voix, ses yeux balayant l'assistance avec cette condescendance familière qui lui collait à la peau comme une seconde nature. Au pupitre, la nouvelle professeure de philosophie leva les yeux de ses notes. Élise Laurent, 31 ans, cheveux châtains tirés en chignon simple, tailleur gris anthracite qui avait connu de meilleurs jours. Rien dans son apparence ne criait le luxe ou l'ostentation, tout le contraire du monde dans lequel Théo évoluait depuis sa naissance. « Monsieur » demanda-t-elle, sa voix calme traversant l'amphithéâtre avec une autorité naturelle qui surprit même les étudiants habitués au professeur, intimidés par la réputation familiale de Théo. « Maréchal. »« Théo Maréchal » répondit-il en descendant les marches avec cette démarche théâtrale qu'il avait perfectionnée lors de ses années dans les pensionnats suisses les plus huppés. « Vous devez être la remplaçante dont on m'a parlé. » Le ton était délibérément désinvolte, presque méprisant. Dans l'assistance, quelques étudiants échangèrent des regards gênés. Ils connaissaient tous le pouvoir du nom Maréchal à Lyon, les tours de verre qui redessinaient le skyline de la presqu'île, les complexes de luxe qui transformaient les anciens quartiers industriels, l'influence politique qui s'étendait jusque dans les couloirs de l'université. Élise ne scia pas. Son regard rencontra celui de Théo avec une tranquillité désarmante, comme si elle observait un phénomène curieux mais pas particulièrement impressionnant. « Professeur Laurent », corrigea-t-elle simplement, « et vous êtes en retard de 15 minutes sur un cours qui dure 1h30. Je suggère que vous preniez place rapidement. » Théo s'immobilisa à mi-chemin de l'escalier. Dans son monde, personne ne lui parlait ainsi. Jamais. Les domestiques courbaient l'échine. Les professeurs particuliers se pliaient à ses caprices. Même les directeurs d'établissements scolaires maniaient la diplomatie quand ils s'adressaient au fils unique d'Émile Maréchal. « Écoutez, professeur, » dit-il en appuyant ironiquement sur le titre, « je reviens tout juste de Londres où j'ai terminé mes études d'économie. LSE, vous connaissez ?» Un sourire narquois étira ses lèvres. « Je ne suis ici qu'en dilettante. La philosophie, c'est... comment dire, un loisir intellectuel. » Un murmure parcourut l'amphithéâtre. Certains étudiants baissèrent les yeux, embarrassés par tant d'arrogance. D'autres observaient la réaction d'Élise avec curiosité. Elle se contenta de hocher la tête, comme si elle prenait acte d'une information sans importance particulière. « Parfait, » répondit-elle. « Alors vous n'aurez aucune difficulté avec le texte de Rousseau que nous étudions aujourd'hui. Prenez place, monsieur Maréchal. Nous parlions justement de l'inégalité sociale et de ses origines. » La remarque toucha dans le mille. Théo sentit une pointe d'agacement lui picoter la nuque. Il s'installa dans la première rangée, pas par respect, mais pour mieux dominer la situation. Son ordinateur portable dernière génération claqua sur la tablette avec un bruit sec, délibérément audible. Élise reprit son cours comme si de rien n'était. Sa voix portait dans l'amphithéâtre avec une clarté parfaite. Ses gestes étaient économes, mais expressifs. Elle citait Rousseau de mémoire, tissait des liens entre la pensée des Lumières et les enjeux contemporains, avec une aisance qui força même Théo à tendre l'oreille. « L'homme est né libre, et partout il est dans les fers », récita-t-elle. Cette phrase célèbre du contrat social nous interroge sur la nature même de nos chaînes. Certaines sont visibles. La pauvreté, l'exclusion sociale. D'autres sont plus subtiles, les privilèges hérités, l'aveuglement du confort, l'incapacité à voir au-delà de sa propre condition. Son regard balaya l'assistance et s'arrêta une fraction de seconde sur Théo. Pas assez longtemps pour paraître provocante, juste assez pour qu'il comprenne que le message lui était destiné. La colère monta en lui comme une vague. Qui était-elle pour oser l'ainsi défier ? Cette petite professeure, venue d'on ne sait où, avec ses vêtements de seconde zone et ses grands airs moralisateurs. Il leva la main, un sourire faussement innocent aux lèvres. « Professeur Laurent, j'aimerais apporter une nuance à votre interprétation. »
Élise s'arrêta et le regarda attentivement. « Je vous écoute, monsieur Maréchal. Rousseau parle des chaînes de l'homme, c'est entendu. Mais n'oublions-nous pas que certains d'entre nous ont justement le devoir d'assumer leurs responsabilités. » Sa voix prit cette intonation hautaine qu'il maîtrisait si bien. « Les privilèges, comme vous dites, s'accompagnent d'obligations. Créer des emplois, investir dans l'économie locale, faire fonctionner la machine sociale. N'est-ce pas là une forme de liberté responsable ?» Le silence qui suivit était électrique. Élise inclina légèrement la tête, comme si elle pesait sa réponse. « Intéressante perspective, monsieur Maréchal. Mais dites-moi, ces responsabilités que vous évoquez, les ressentez-vous vraiment ? Ou ne sont-elles qu'un argument commode pour justifier une situation dont vous n'avez jamais questionné la légitimité ?» Cette fois, c'était un coup direct. Théo sentit le rouge lui monter aux joues. Autour de lui, la tension était palpable. Personne n'avait jamais osé lui parler ainsi en public. « Je pense que quelqu'un qui a passé sa vie à Angers, répliqua-t-il avec un mépris mal dissimulé, peut difficilement comprendre les subtilités du leadership économique moderne. » Le coup était bas, et il le savait. Un murmure désapprobateur parcourut l'amphithéâtre. Mais Élise ne broncha pas. Elle le regardait toujours avec cette même tranquillité déconcertante, comme si elle lisait en lui un livre ouvert. « Vous avez raison, monsieur Maréchal, » dit-elle finalement. « Je viens effectivement d'Angers, une petite ville de province où l'on apprend parfois des choses que les grandes écoles n'enseignent pas. Par exemple, que la vraie noblesse ne se décrète pas, elle se mérite. » Cette phrase résonna dans l'amphithéâtre comme un coup de gong. Théo resta figé, cherchant une riposte qui ne venait pas. Pour la première fois de sa vie, il venait de rencontrer quelqu'un qui ne se laissait pas impressionner par son nom, sa fortune ou ses manières de grand seigneur. Élise reprit son cours sans autre commentaire, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Les étudiants regardaient leurs nouveaux camarades avec un mélange de gêne et de curiosité, tandis que Théo bouillait intérieurement, ses doigts crispés sur le clavier de son ordinateur. Qui était cette femme, et d'où tirait-elle cette assurance qui le déstabilisait tant? La guerre venait de commencer. Le café de l'Opéra bruissait de conversations feutrées quand Théo poussa la porte vitrée, encore secoué par l'humiliation publique qu'il venait de subir. Les dorures et les velours rouges de l'établissement le rassurèrent immédiatement. Ici, au moins, il était dans son élément. « Monsieur Maréchal !» s'exclama immédiatement le maître d'hôtel en se précipitant vers lui. « Votre table habituelle vous attend. » Théo hocha distraitement la tête et s'installa près de la grande baie vitrée qui donnait sur la place des terreaux. Dehors, Lyon déployait ses façades haussmanniennes sous un soleil d'octobre timide, mais son regard ne voyait que le visage impassible d'Élise Laurent et ses yeux clairs qui semblaient percer ses défenses les mieux construites. « Un whisky ?» demanda-t-il au serveur sans lever les yeux de son téléphone. « Le Macallan 25 ans comme d'habitude, monsieur ? Quelque chose de plus fort ?» Théo composa le numéro de Vincent Moreau, son ancien camarade de promotion à Londres, désormais journaliste au Progrès de Lyon. Vincent avait toujours eu un talent particulier pour dénicher les informations compromettantes, un don qui lui avait valu quelques exclusivités retentissantes et l'amitié intéressée de Théo. « Salut Vincent, j'ai besoin d'un service. »« Théo !» La voix chaleureuse de Vincent résonna dans l'écouteur. « Qu'est-ce qui t'amène ? Tu as déjà cassé quelque chose à l'université ? Très drôle. Écoute, je voudrais que tu te renseignes sur une certaine Élise Laurent. Professeur de philosophie, la trentaine, arrive d'Angers. » Un silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Une prof de philo ? Théo, tu ne vas pas me dire que... » « Ce n'est pas ce que tu crois, » coupa Théo sèchement. « Cette femme me pose problème. Elle a quelque chose... Je ne sais pas, une assurance qui ne colle pas avec son profil. Je veux savoir d'où elle vient vraiment. » Vincent soupira. « D'accord, je vais voir ce que je peux trouver. Mais tu me dois une explication détaillée la prochaine fois qu'on se voit ?» Théo raccrocha et porta le verre de whisky à ses lèvres. L'alcool lui brûla la gorge, mais ne parvint pas à effacer l'irritation qui le rongeait depuis la fin du cours. Jamais personne ne l'avait remis à sa place avec autant de subtilité. Et surtout, jamais personne ne l'avait regardé avec cette pitié. Non, pas de la pitié. Quelque chose de plus complexe.
comme si elle le connaissait mieux qu'il ne se connaissait lui-même. Le lendemain matin, Théo se rendit directement à l'université avec 1 heure d'avance. Il avait passé la nuit à préparer une contre-attaque intellectuelle digne de ce nom. Kant, Nietzsche, Sartre, il avait relu tous ces classiques de terminale et quelques analyses trouvées sur Internet. Cette fois, il ne se laisserait pas prendre au dépourvu. L'amphithéâtre était encore vide quand il s'installa à sa place habituelle. Quelques minutes plus tard, Élise entra par la porte du fond, un cartable usé à l'épaule et une tasse de café fumante à la main. Elle portait le même tailleur que la veille, mais Théo remarqua cette fois les détails, la coupe parfaite qui révélait un goût sûr malgré la simplicité du tissu, la broche ancienne épinglée au revers, une pièce d'orfèvrerie qui avait dû coûter cher autrefois. « Bonjour, monsieur Maréchal », dit-elle en passant près de lui pour rejoindre le pupitre. « En avance aujourd'hui, parfait. » Sa voix était neutre, dénuée de toute ironie, mais Théo crut déceler une lueur amusée dans son regard. « J'ai réfléchi à notre échange d'hier, » lança-t-il, avant qu'elle ne commence son cours, « sur la question des responsabilités sociales. » Élise posa son cartable et se tourna vers lui, attentive. « Je pense que vous sous-estimez la complexité de la position de ceux qui héritent de lourdes responsabilités, » poursuivit Théo, satisfait de voir qu'il avait capté son attention. « Prenez Sartre et sa notion de situation. Nous sommes tous jetés dans le monde sans l'avoir choisi, mais nous devons assumer ce qui nous est donné. Le fils d'ouvrier hérite des luttes de classe, le fils d'aristocrate hérite des obligations noblesse oblige. N'y a-t-il pas là une forme de déterminisme existentiel ?» Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres d'Élise. « Intéressante référence, monsieur Maréchal. Mais n'oubliez-vous pas que pour Sartre, l'existence précède l'essence. Nous ne sommes pas définis par notre héritage, mais par nos choix. La mauvaise foi, justement, consiste à se cacher derrière son origine pour éviter d'assumer sa liberté. » Théo sentit le piège se refermer sur lui, mais il était trop tard pour reculer. « Alors, selon vous, celui qui naît riche devrait ignorer ses privilèges, les gaspiller par pure culpabilité bourgeoise ?»« Non !» répondit Élise en s'approchant de lui, assez près pour qu'il perçoive le parfum discret qu'elle portait, quelque chose de floral et d'ancien. Mais il pourrait commencer par reconnaître que ses privilèges ne font pas de lui un être supérieur, qu'ils ne lui donnent aucun droit à mépriser ceux qui n'ont pas eu sa chance. Cette fois, elle avait frappé au cœur. Théo resta silencieux, cherchant désespérément une riposte qui ne venait pas. « La vraie noblesse, monsieur Maréchal, » continua Élise d'une voix plus douce, « ne consiste pas à exhiber sa supériorité, mais à la mettre au service des autres. Votre Rousseau l'avait bien compris. » Les autres étudiants commençaient à arriver et remplir l'amphithéâtre. Élise retourna à son pupitre et commença son cours comme si de rien n'était. Mais Théo ne l'écoutait plus. Il était fasciné par la façon dont elle avait retourné ses propres armes contre lui, avec une élégance qui forçait le respect. Qui était vraiment cette femme? À la fin du cours, il la suivit discrètement dans les couloirs. Elle s'arrêta devant le bureau des enseignants, fouilla dans son sac et en sortit une clé ancienne, en cuivre, avec un pommeau ouvragé que Théo reconnut immédiatement. Son sang se figea dans ses veines. Cette clé ressemblait trait pour trait à celle que possédait sa famille, les clés des propriétés Maréchal, forgées sur commande par un serrurier d'art parisien dans les années 1980. Comment Élise Laurent pouvait-elle posséder une telle clé? Son téléphone vibra. Un message de Vincent. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur ton Élise Laurent. On se voit ce soir chez Bernachon ?» Théo répondit par l'affirmative et rangea son téléphone, l'esprit en ébullition. Cette femme cachait quelque chose qui touchait de près à sa famille, et il allait découvrir quoi. Le soir venu, il retrouva Vincent dans la célèbre chocolaterie de la Presqu'île. Son ami l'attendait déjà, un dossier posé devant lui sur la table de marbre. « Alors ?» demanda Théo en s'asseyant. Vincent ouvrit le dossier avec un air mystérieux. « Ton Élise Laurent est effectivement née à Angers, mais elle a vécu à Paris jusqu'à l'âge de 17 ans. Rue de Varennes, 7e arrondissement. Et alors ? Rue de Varennes, Théo. C'est là que se trouve l'hôtel particulier de ta famille. » Le monde bascula autour de Théo. La rue de Varennes.
Il y avait passé tous ses étés d'enfance dans la demeure familiale que son père avait héritée de son grand-père. « Tu es sûr ?»« Certain. Et il y a autre chose. » Vincent baissa la voix. Sa mère s'appelait Madeleine Laurent. Elle était... Il s'interrompit, comme s'il hésitait à continuer. Elle était quoi, Vincent? Gouvernante. Gouvernante chez les Maréchal, de 1990 à 2007. L'information tomba comme une masse. Théo se souvenait vaguement de Madeleine, une femme douce et discrète qui s'occupait de l'entretien de l'hôtel particulier et qui avait parfois préparé ses goûters d'enfants quand il séjournait à Paris. Mais si Élise était la fille de Madeleine Laurent, qu'est-ce qui lui est arrivé? À la mère? Vincent consulta ses notes. Décédée en 2007. Cancer foudroyant. Après sa mort, sa fille a disparu de la circulation, jusqu'à maintenant. Théo resta silencieux, essayant de reconstituer le puzzle. Élise avait donc grandi dans l'ombre de sa famille, témoin de leurs habitudes, de leurs secrets. Cela expliquait son assurance, sa façon de ne pas se laisser impressionner par son nom. Mais pourquoi était-elle revenue? Et surtout, que voulait-elle? « Vincent, murmura-t-il, je crois que cette histoire est plus compliquée que je ne le pensais. » Son ami referma le dossier et le regarda avec curiosité. « Théo, qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Pour la première fois de sa vie, Théo Maréchal n'eut pas de réponse. Théo passa une nuit blanche, hanté par les révélations de Vincent. Allongé dans son lit king-size de l'appartement familial du 6e arrondissement de Lyon, il fixait le plafond à caisson en essayant de rassembler ses souvenirs d'enfance. Madeleine Laurent. Ce nom résonnait maintenant dans sa mémoire avec une clarté douloureuse. Il se souvenait de ses mains douces qui pansaient de ses genoux écorchés après ses escapades dans le jardin de l'hôtel particulier parisien. De sa voix mélodieuse qui lui lisait des contes quand sa gouvernante officielle était en congé, de la façon dont elle regardait son père avec une dévotion silencieuse qui, à l'époque, ne lui avait pas semblé significative. Mais surtout, il se souvenait d'une petite fille aux cheveux châtains qui l'accompagnait parfois. Une enfant discrète qui restait dans l'ombre, ne parlant que quand on s'adressait à elle, observant tout avec des yeux graves qui semblaient bien trop sérieux pour son âge. Élise. À 6 heures du matin, n'y tenant plus, Théo se leva et se dirigea vers le bureau de son père. Émile Maréchal était un lève-tôt notoire, et il le trouva effectivement déjà installé derrière son imposant bureau d'acajou, étudiant des plans d'urbanisme en buvant son café noir. « Père !» dit Théo en entrant sans frapper, selon son habitude. Émile leva les yeux, surpris par cette visite matinale inhabituelle. « Théo, qu'est-ce qui t'amène si tôt ? Je voudrais vous parler de Madeleine Laurent. » Le changement fut immédiat. Le visage d'Émile se ferma. Ses mâchoires se crispèrent imperceptiblement. Il posa lentement sa tasse de café et se renfonça dans son fauteuil de cuir. « Madeleine Laurent » répéta-t-il d'une voix neutre. « Cela fait longtemps que personne n'a prononcé ce nom dans cette maison. Pourquoi cette question? Sa fille, Élise, elle est professeure à l'université Jean Moulin. Elle m'intrigue. » Émile se leva et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon. Ses mains, croisées dans le dos, trahissaient une tension inhabituelle. « Élise Laurent, » murmura-t-il. « Ainsi, elle est revenue. Vous la connaissiez ? Je l'ai vue grandir dans notre maison parisienne. Une enfant brillante, trop brillante peut-être. Elle lisait nos livres, écoutait nos conversations. Sa mère, » il s'interrompit, comme s'il cherchait ses mots. Sa mère était une femme exceptionnelle, cultivée, raffinée, bien au-dessus de sa condition. Théo sentit poindre quelque chose dans la voix de son père, une émotion qu'il ne lui avait jamais connue. Que s'est-il passé? Pourquoi ont-elles disparu? Émile se retourna et le regarda avec une expression indéchiffrable. Les gens de leur milieu partent parfois chercher de meilleures opportunités ailleurs. Madeleine a trouvé un poste en province. C'était plus simple. Plus simple? Théo, certaines situations deviennent compliquées quand les frontières sociales se brouillent. Madeleine était notre employée, mais elle était aussi... Il hésita. Elle avait sa fierté. Quand elle a décidé de partir, je l'ai respectée. Quelque chose dans cette explication sonnait faux. Théo connaissait suffisamment son père pour déceler les omissions dans ses discours. Mais avant qu'il puisse creuser davantage, Émile reprit d'un ton plus ferme.
Cette histoire appartient au passé. Concentre-toi sur tes études et oublie Élise Laurent. Crois-moi, c'est mieux pour tout le monde. » Ces derniers mots résonnèrent comme un avertissement. Théo quitta le bureau encore plus troublé qu'avant. 2 heures plus tard, il était assis au premier rang de l'amphithéâtre, observant Élise qui préparait son cours. Elle portait aujourd'hui une robe bleu marine, simple mais élégante, et il remarqua qu'elle avait attaché ses cheveux avec une barrette en nacre qu'il était presque sûr d'avoir déjà vue. Quand leurs regards se croisèrent, il y lut quelque chose de nouveau. Pas de l'hostilité, ni de l'amusement comme les jours précédents, quelque chose de plus profond, de plus mélancolique. « Aujourd'hui, nous allons parler de mémoire », annonça-t-elle à la classe qui se remplissait. « De la façon dont le passé façonne notre présent, même quand nous croyons l'avoir oublié. » La leçon porta sur Bergson et sa conception du temps. Élise expliquait avec une passion contenue comment les souvenirs s'accumulent en nous, formant les strates de notre personnalité, influençant nos choix sans que nous en ayons toujours conscience. Bergson distingue 2 types de mémoire, disait-elle, en arpentant l'estrade. La mémoire habitude, qui nous fait reproduire machinalement nos comportements, et la mémoire pure, qui conserve intact le souvenir de nos expériences passées. Cette dernière peut ressurgir à tout moment, bouleverser notre perception du présent. Théo l'écoutait avec une attention nouvelle. Chaque mot semblait chargé d'une signification personnelle, comme si elle s'adressait directement à lui. Parfois, continua-t-elle, nous croyons avoir oublié certains épisodes de notre vie, mais ils sont là, enfouis, attendant le bon déclencheur pour remonter à la surface. Et quand cela arrive, nous découvrons que rien n'était vraiment oublié. À la fin du cours, Théo l'attendit sur le parvis de l'université. Le vent d'octobre faisait tourbillonner les feuilles mortes autour des colonnes néoclassiques du bâtiment principal. « Mademoiselle Laurent » l'interpella-t-il quand elle sortit. Elle s'arrêta et se tourna vers lui, sans surprise, comme si elle s'attendait à cette confrontation. « Monsieur Maréchal, votre cours sur la mémoire était éclairant. » Un sourire triste passa sur le visage d'Élise. « La mémoire est une chose curieuse, n'est-ce pas ? Elle nous joue parfois des tours, nous fait croire que certaines personnes, certains lieux n'ont jamais existé. » « Rue de Varennes, » lâcha Théo. « Vous avez vécu rue de Varennes. » Le sourire d'Élise s'effaça lentement. Dans ses yeux clairs, Théo vit passer une succession d'émotions. La surprise, la douleur, puis une forme de résignation. « Vous avez enquêté sur moi, » dit-elle doucement. « J'avais besoin de comprendre. Cette assurance que vous avez, cette façon de ne pas vous laisser impressionner. Maintenant je sais pourquoi. Vous me connaissez depuis l'enfance. » Élise détourna le regard vers les arbres du campus, leurs branches déjà dénudées par l'automne. Je me souvenais d'un petit garçon capricieux qui cassait ses jouets quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, qui criait après les domestiques et boudait quand sa mère partait en voyage. Elle le regarda de nouveau. J'espérais que les années l'avaient changé. Les mots frappèrent Théo comme autant de gifles. Dans la bouche d'Élise, ses souvenirs d'enfance dorés prenaient une coloration différente, moins flatteuse. « Vous n'aviez pas le droit de me juger, » dit-il d'une voix sourde. « Vous étiez là en spectatrice, en intruse, vous voulez dire. » Le ton d'Élise s'était durci. « C'est vrai, monsieur Maréchal. J'étais une intruse dans votre monde parfait, la fille de la domestique qui osait lire vos livres et écouter vos conversations, qui rêvait peut-être d'un jour appartenir à ce monde-là. » Élise, mademoiselle Laurent, corrigea-t-elle sèchement. Il y eut un silence tendu entre eux. Des étudiants passaient autour d'eux, insouciants, mais Théo avait l'impression qu'ils évoluaient dans une bulle isolée du reste du monde. « Pourquoi êtes-vous revenu ?» demanda-t-il finalement. Élise ajusta la bandoulière de son cartable usé. « Vous savez, monsieur Maréchal, pendant des années, j'ai cru que vous et votre famille étiez l'incarnation du raffinement et de l'élégance. J'admirais votre père, sa culture, sa réussite, votre mère et sa beauté gracieuse. Et vous, le petit prince héritier, » elle secoua la tête. « Il m'a fallu du temps pour comprendre que l'argent et l'éducation ne suffisent pas à faire la noblesse d'âme. Vous ne répondez pas à ma question. »« Non, » admit-elle, « et je ne le ferai peut-être jamais. » Elle fit quelques pas, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, monsieur Maréchal, ce petit garçon capricieux que j'ai connu,
il avait parfois des moments de grâce. Quand il pensait que personne ne le regardait, il était capable de gentillesse. C'est ce souvenir-là qui m'empêche de vous détester complètement. Et elle s'éloigna, laissant Théo seul face à ses questions et à ses remords naissants. L'hôtel particulier de la rue de Varennes se dressait dans la pénombre du crépuscule parisien comme un témoin silencieux du passé. Théo avait pris le TGV de l'après-midi, poussé par une urgence qu'il ne parvenait pas à définir. Il devait comprendre. Il devait savoir ce qui s'était réellement passé entre sa famille et les Laurent. Madame Fouquet, la gardienne actuelle, lui ouvrit la grille avec son habituelle déférence. À 70 ans passés, elle travaillait pour les maréchals depuis une quinzaine d'années et connaissait tous les recoins de la demeure. « Monsieur Théo, quelle surprise! Votre père ne m'avait pas prévenu de votre visite. C'est imprévu, Madame Fouquet. Je voulais juste revoir certaines choses. » Il pénétra dans le hall d'entrée aux murs lambrisés, respirant cette odeur familière de cire d'abeille et de vieux livres qui avaient bercé son enfance. Tout était exactement comme dans ses souvenirs. Le grand escalier de marbre, les tapisseries d'Aubusson, les portraits d'ancêtres au regard sévère. « Madame Fouquet, dit-il en se retournant vers la gardienne qui refermait la porte, vous souvenez-vous de votre prédécesseur, Madeleine Laurent ?» Le visage de la vieille dame se figea imperceptiblement. « Mademoiselle Madeleine ? Bien sûr, monsieur Théo, une femme remarquable, très dévouée à la famille. Parlez-moi d'elle. » Madame Fouquet hésita, manifestement mal à l'aise. « Que voulez-vous savoir exactement, monsieur ? » ?»« Tout. Comment elle était, pourquoi elle est partie. Non, mademoiselle Madeleine était, comment dire, différente des autres employés, très cultivée, très raffinée. Elle parlait plusieurs langues, connaissait l'art, la musique. Parfois, quand votre père recevait des invités importants, elle l'aidait à préparer les dîners, suggérait les vins, les menus. » Théo fronça les sourcils. Ce portrait ne correspondait pas à l'image classique d'une gouvernante. Elle avait fait des études ? Oh oui, monsieur. Littérature française à la Sorbonne, je crois. Mais la vie l'avait menée ici, sa petite fille. Élise était née d'une relation de jeunesse qui avait mal tourné. Mademoiselle Madeleine avait besoin de stabilité, d'un logement, d'un salaire régulier. Ils étaient montés au premier étage, dans le salon principal. Théo s'arrêta devant la cheminée de marbre rose, se remémorant les soirées d'hiver où sa famille se réunissait ici. Où dormait-elle? Au deuxième étage, dans l'ancienne chambre de bonne que votre père avait fait réaménager. Très confortable, avec une vue sur le jardin. La petite Élise avait sa propre chambre, juste à côté. « Montrez-moi. » Madame Fouquet le guida vers l'escalier de service. Au deuxième étage, elle ouvrit une porte donnant sur un petit appartement de 2 pièces, simplement mais élégamment meublé. La vue sur le jardin intérieur était effectivement magnifique. « Mademoiselle Madeleine a vécu ici pendant 17 ans, » murmura la gardienne. « Elle s'occupait de tout, l'entretien, l'organisation des réceptions, et bien sûr, elle veillait sur vous quand vous séjourniez ici. » Théo pénétra dans ce qui avait été la chambre d'Élise, une petite pièce aux murs clairs, avec une bibliothèque intégrée encore garnie de quelques livres oubliés. Il s'approcha et examina les titres. Baudelaire, Rimbaud, Proust, des éditions de poche annotées de la main d'une adolescente. Elle lisait beaucoup, observa-t-il. Comme sa mère, elles passaient leur soirée dans la bibliothèque du rez-de-chaussée. Votre père le permettait, même l'encourageait. Il disait que c'était dommage de laisser tous ces livres prendre la poussière. Quelque chose dans le ton de Madame Fouquet attira l'attention de Théo. Mon père était proche d'elle ? Un long silence s'installa. La gardienne regardait par la fenêtre, évitant manifestement son regard. « Monsieur Théo, il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans le passé. Madame Fouquet, je vous en prie, j'ai besoin de comprendre. » Elle soupira profondément et se tourna enfin vers lui. « Votre père. Il était très seul à cette époque. Votre mère voyageait beaucoup. Vous étiez en pension. La maison était grande, silencieuse. Mademoiselle Madeleine était là, avec sa culture, son intelligence, sa douceur. » Théo sentit son cœur s'accélérer. Il commençait à entrevoir la vérité. « Ils sont devenus proches ? Plus que proches, monsieur. Votre père, il était amoureux d'elle, et elle de lui, je crois. Mais c'était impossible, vous comprenez ? Les différences sociales, votre mère, la famille,
La révélation frappa Théo comme un coup de poing. Son père, l'homme rigide et hautain qu'il connaissait, avait eu une liaison avec la gouvernante. Que s'est-il passé? Rien de scandaleux, si c'est ce que vous craignez. Ils ont gardé leur distance, ont préservé les apparences. Mais l'amour, ça se voit, monsieur Théo, dans les regards, les attentions, les silences partagés. Alors pourquoi est-elle partie? Madame Fouquet hésita encore, puis sembla prendre une décision. Il y a eu un incident. En 2007, votre mère est rentrée plus tôt que prévu d'un voyage en Italie. Elle a trouvé votre père et mademoiselle Madeleine dans la bibliothèque tard le soir. Ils ne faisaient que parler, mais l'intimité était évidente. Ma mère a fait un scandale? Non. Madame Hélène était plus subtile que cela. Elle a simplement fait comprendre à mademoiselle Madeleine que sa présence n'était plus appropriée. Le lendemain, Madeleine annonçait son départ. Théo s'assit lourdement sur l'ancien lit d'Élise, essayant d'assimiler ces informations. Tout prenait un sens nouveau. Les réticences de son père ce matin, l'assurance d'Élise, sa connaissance intime des habitudes familiales. Et Élise, comment a-t-elle pris le départ? Très mal. Elle avait 17 ans. Elle était au lycée Louis-le-Grand, brillante élève. Du jour au lendemain, elle a dû tout quitter, ses études, ses amis, sa vie. Elle n'a rien dit, mais j'ai vu ses larmes quand elles ont chargé leurs affaires dans le taxi. Ah, où sont-elles allées? À Angers, chez une sœur de mademoiselle Madeleine, un petit appartement très modeste après le luxe d'ici. Madeleine a trouvé du travail comme femme de ménage dans une école. L'ironie était cruelle. Après 17 ans au service d'une des familles les plus riches de France, Madeleine Laurent avait fini par nettoyer les salles de classe d'un établissement de province. Elle n'a jamais redonné de nouvelles? Une carte postale, la première année. Pour les fêtes de fin d'année, puis plus rien. Madame Fouquet marqua une pause. Elle est morte 3 mois après leur départ, monsieur Théo. Le cancer l'a emportée très vite. Cette dernière information assomma Théo. Madeleine était morte si peu de temps après avoir quitté la rue de Varennes. Et Élise, à 18 ans, s'était retrouvée complètement seule. Mon père le savait. Je ne sais pas, monsieur. Mais son hésitation trahissait la vérité. Émile Maréchal avait su. Et il n'avait rien fait. Théo redescendit au rez-de-chaussée, l'esprit en ébullition. Dans la bibliothèque, il s'approcha du bureau Louis XV, où son père travaillait quand il séjournait à Paris. Les tiroirs étaient fermés à clé, mais Théo connaissait la cachette de la clé principale depuis l'enfance. Il fouilla méthodiquement, cherchant il ne savait quoi. Et dans le dernier tiroir, au fond, il trouva une chemise cartonnée portant l'inscription « M.L.» d'une écriture familière. À l'intérieur, il découvrit des lettres d'amour que son père avait écrites à Madeleine Laurent, mais qu'il n'avait jamais envoyées. Page après page, Émile Maréchal y dévoilait ses sentiments avec une passion et une sensibilité que Théo ne lui avait jamais connues. « Ma chère Madeleine, » écrivait-il dans l'une d'elles, « ces soirées passées à parler littérature avec vous sont les seuls moments où je me sens vraiment vivant. Vous avez réveillé en moi une part d'humanité que je croyais perdue. » Dans une autre, « Je sais que notre situation est impossible, mais je ne peux m'empêcher de rêver d'une vie où les conventions n'existeraient pas, où seuls compteraient nos sentiments. » La dernière lettre était datée du 15 octobre 2007, quelques jours après le départ de Madeleine. « Je n'ai pas eu le courage de vous retenir. J'ai choisi la facilité, la préservation de mon rang social, plutôt que l'authenticité de mes sentiments. Je m'en voudrais toute ma vie. Pardonnez-moi, ma très chère Madeleine. Pardonnez-moi d'avoir été lâche. » Théo referma la chemise, profondément bouleversé. Son père, cet homme qu'il croyait froid et calculateur, avait été capable d'un amour véritable. Mais il avait choisi de le sacrifier sur l'autel des convenances sociales. Et aujourd'hui, Élise était revenue. Non pas pour se venger, mais peut-être pour comprendre, elle aussi, ce qui s'était passé cette nuit-là dans la bibliothèque de la rue de Varennes. Théo remonta dans sa voiture, direction la gare de Lyon. Il avait un train à prendre, et surtout, il avait des excuses à présenter. Le TGV filait dans la nuit vers Lyon, et Théo fixait son reflet dans la vitre obscure sans le voir. Les lettres de son père résonnaient encore dans sa tête, chaque mot révélant une facette inconnue d'Émile Maréchal.
L'homme qu'il avait toujours perçu comme un monument de froideur s'était révélé capable d'une passion dévorante, mais aussi d'une lâcheté qui avait brisé 2 vies. Il arriva chez lui vers minuit, mais ne parvint pas à dormir. À l'aube, il était déjà devant l'immeuble modeste du quartier de la Croix-Rousse où vivait Élise. Il avait obtenu l'adresse grâce à Vincent, et maintenant il attendait, assis dans sa Porsche, observant les fenêtres du 3e étage. À 7 heures précises, elle sortit de l'immeuble. Elle portait un imperméable beige et un foulard de soie qui flottait dans le vent matinal. Quand elle l'aperçut, elle s'immobilisa, surprise mais pas effrayée. Théo sortit de sa voiture et s'approcha d'elle. « Nous devons parler, » dit-il simplement. Élise le regarda longuement, comme si elle évaluait quelque chose en lui. « Vous avez l'air différent, » observa-t-elle. « Que s'est-il passé ? J'ai découvert la vérité. Sur mon père et votre mère, sur votre départ, surtout. » Un voile de tristesse passa dans les yeux d'Élise. « Ah » murmura-t-elle. « Et maintenant, vous venez me présenter les excuses de la famille Maréchal ? » ?»« Non, » répondit Théo avec fermeté. « Je viens vous présenter mes propres excuses, pour mon comportement, mon arrogance, mon aveuglement. » Élise sembla surprise par cette réponse. Elle regarda autour d'elle, nota les regards curieux des voisins qui commençaient à sortir pour aller travailler. « Il y a un café au coin de la rue, » dit-elle finalement. « Nous y serons plus tranquilles. » Le café des Canutes était un petit établissement typique du quartier, avec ses banquettes en moleskine rouge et ses miroirs piqués. Ils s'installèrent dans un coin, loin des regards indiscrets. « Alors, » dit Élise en remuant son café, « qu'avez-vous appris exactement ?» Théo lui raconta sa visite rue de Varennes, sa conversation avec Madame Fouquet, la découverte des lettres. Élise l'écouta sans l'interrompre, son visage restant impassible. « Votre père était un homme faible, » dit-elle finalement, « mais pas méchant. Ma mère l'aimait malgré ses défauts. Pourquoi êtes-vous revenue, Élise? Pourquoi Lyon? Pourquoi maintenant ?» Elle prit une longue inspiration avant de répondre. « Parce que j'avais besoin de comprendre. Pendant toutes ces années, j'ai porté la colère de ma mère comme un fardeau. Elle n'a jamais dit un mot contre votre famille, mais je voyais sa douleur. La façon dont elle regardait parfois par la fenêtre, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Elle attendait mon père, peut-être. Ou peut-être attendait-elle simplement que la blessure guérisse. » Élise but une gorgée de café. « Quand elle est morte, si jeune, si vite après notre départ, j'ai eu besoin de détester quelqu'un. Votre famille était un coupable parfait. Et maintenant? Maintenant, je réalise que la haine est un poison qui empoisonne d'abord celui qui la porte. Ma mère ne m'aurait pas voulu amère, elle était trop généreuse pour cela. » Théo sentit quelque chose se délier dans sa poitrine. Cette femme qui avait tous les motifs de les haïr, lui et sa famille, choisissait le pardon. « Élise, il y a autre chose, » l'interrompit-elle. « Quelque chose que vous devez savoir. » Le ton de sa voix avait changé, était devenu plus grave. Théo se pencha vers elle, intrigué. « Ma mère m'a fait une confidence avant de mourir, sur votre père et elle. » « Quelle confidence ?» Élise hésita, comme si elle pesait les conséquences de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. « Ils ont eu une relation, Théo, une vraie relation, pas seulement de l'affection ou de l'amour platonique. » Le monde sembla vaciller autour de Théo. Il avait imaginé un amour chaste, fait de regards et de conversations, pas une véritable liaison. Quand? Pendant des années. En secret, bien sûr. Votre mère n'était presque jamais là, vous étiez en pension. Ils ont vécu comme un couple discret dans cette grande maison. Ma mère était heureuse pour la première fois de sa vie. Pourquoi me dites-vous cela? Élise le regarda droit dans les yeux. Parce que cette relation a eu des conséquences que votre mère a découvertes cette fameuse nuit d'octobre 2007. Un frisson glacé parcourut l'échine de Théo. Quelles conséquences? Ma mère était enceinte, Théo. Le silence qui suivit fut assourdissant. Théo sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Enceinte », répéta-t-il dans un souffle. « De 6 mois. Votre mère l'a su en les voyant ensemble. Ma mère ne pouvait plus le cacher. Qu'est-il arrivé au... »« J'ai un frère, » dit Élise simplement. « Un demi-frère, plus exactement, né à Angers en février 2008. Ma mère lui a donné le nom de Laurent, bien sûr. Mais son père, c'est Émile Maréchal. » Théo ferma les yeux. «
essayant d'absorber cette révélation. Il avait un demi-frère, un enfant de 17 ans qui portait le sang des maréchals, mais avait grandi dans l'anonymat d'une famille d'accueil après la mort de Madeleine. Où est-il maintenant? En pension dans un lycée de la région parisienne, un établissement discret, aux frais d'un mécène anonyme. Elle eut un sourire amer. Votre père n'a peut-être pas eu le courage d'assumer publiquement ses responsabilités, mais il n'a pas abandonné son fils. Il sait? Mon père sait qu'il a un autre fils? Bien sûr qu'il sait. C'est lui qui paie les études, les frais de scolarité, tout, discrètement, par l'intermédiaire d'un notaire. Julien, c'est son prénom, croit que c'est un héritage de sa grand-mère. Théo se passa les mains dans les cheveux, complètement déstabilisé. Pourquoi me révélez-vous tout cela? Qu'attendez-vous de moi? Élise se pencha vers lui. Et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, son regard était empreint d'une vulnérabilité qu'elle avait jusqu'alors dissimulée. Parce que Julien commence à se poser des questions. Il grandit, il s'interroge sur ses origines. Et parce que... Elle marqua une pause. Parce que votre père ne va pas bien, Théo. Comment le savez-vous? J'ai des contacts à Paris, dans le milieu médical. Émile Maréchal a consulté plusieurs spécialistes ces derniers mois. Le diagnostic n'est pas bon. Théo sentit son cœur s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a? Une maladie dégénérative. Alzheimer en phase précoce. Il lui reste peut-être 2 ou 3 ans de lucidité. Après, la nouvelle frappa Théo comme un coup de massue. Son père, cet homme qu'il croyait indestructible, était en train de perdre lentement la raison. Julien a le droit de savoir qui est son père avant qu'il soit trop tard, continua Élise. Et vous avez le droit de connaître l'existence de votre frère. Théo resta silencieux un long moment, essayant d'assimiler toutes ces révélations. En l'espace de quelques jours, son univers s'était écroulé et reconstruit. Son père n'était plus le monument de froideur qu'il avait imaginé, mais un homme faible et amoureux. Et lui, l'héritier unique des maréchals, découvrait qu'il avait un demi-frère caché. « Que proposez-vous » demanda-t-il finalement. « La vérité » répondit Élise. « Toute la vérité. À votre père d'abord, pour qu'il assume enfin ses choix. À Julien ensuite, pour qu'il connaisse ses origines. Et à vous, pour que vous puissiez décider du type d'homme vous voulez être. » Elle se leva et posa quelques pièces sur la table pour payer son café. « Réfléchissez, Théo, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Le temps presse. » Et elle sortit du café, laissant Théo face à la décision la plus importante de sa vie. Théo passa les 3 jours suivants dans un état de confusion totale. Il séchait les cours, errait dans les rues de Lyon sans but précis, s'arrêtait dans des cafés où il commandait des whisky qu'il ne finissait pas. L'information révélée par Élise tournait en boucle dans sa tête. Il avait un demi-frère, un garçon de 17 ans qui ignorait tout de ses véritables origines. Le jeudi soir, n'y tenant plus, il appela Vincent. « Il faut que tu m'aides », dit-il sans préambule quand son ami décrocha. « Théo, tu as une voix bizarre. Où es-tu ?»« Chez moi. »« Vincent, j'ai besoin que tu fasses une recherche. Discrètement. »« Encore sur Élise Laurent ?»« Non. Sur un certain Julien Laurent. 17 ans, lycéen en région parisienne. » Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Théo, qu'est-ce qui se passe? Tu me demandes d'enquêter sur un mineur maintenant? C'est compliqué. Je ne peux pas t'expliquer au téléphone. Mais j'ai besoin de savoir dans quel lycée il est, comment il va, à quoi il ressemble. Écoute, je veux bien t'aider. Mais là, tu m'inquiètes. Viens me voir demain. On en parlera de vive voix. » Vincent habitait un loft dans le quartier de la Confluence, face aux tours modernes qui redessinaient le paysage lyonnais. Quand Théo arriva le lendemain après-midi, il le trouva installé à son bureau, plusieurs dossiers étalés devant lui. « Alors, » dit Vincent en se levant pour l'accueillir, « cette histoire mystérieuse !» Théo s'effondra dans un fauteuil et se prit la tête entre les mains. « Vincent, si je te dis quelque chose, tu promets de garder ça pour toi? » « Bien sûr. » « Mais Théo, tu me fais peur. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai découvert que mon père a eu un fils avec Madeleine Laurent. Le garçon a 17 ans et ne sait rien de ses origines. » Vincent resta bouche bée pendant quelques secondes, puis se laissa tomber dans son fauteuil. « Tu es sérieux? » ?»« Complètement. Et il y a pire. Mon père développe la maladie d'Alzheimer. Il ne lui reste peut-être que quelques années de lucidité. » « Mon Dieu.
Vincent se passa la main dans les cheveux. « Et que comptes-tu faire ?»« Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je veux d'abord savoir qui est ce garçon, comment il vit, avant de prendre une décision. » Vincent hocha la tête et ouvrit l'un des dossiers posés devant lui. « J'ai commencé mes recherches hier soir. Julien Laurent, né le 14 février 2008 à Angers. Orphelin de mère à 8 mois. Pris en charge par l'assistance publique, puis placé dans une famille d'accueil à Meaux. » Il tendit une photo à Théo. Un adolescent souriant, aux cheveux bruns ondulés et aux yeux verts. Théo sentit son cœur faire un bond. Le garçon avait les traits fins d'Émile Maréchal, mais le sourire doux de sa mère tel qu'il se le rappelait. « Il est beau », murmura-t-il. « Très intelligent aussi, apparemment. Excellent élève, plutôt solitaire, mais apprécié de ses professeurs. Il est en terminale au lycée privé Saint-Exupéry de Meaux, section littéraire, spécialité philosophie. » « Philosophie ?» répéta Théo. « Comme sa sœur. Il écrit aussi, poésie, nouvelles. Il a même été publié dans la revue littéraire du lycée. » Vincent marqua une pause. « Théo, ce garçon n'a rien à voir avec le milieu dans lequel tu as grandi. Sa famille d'accueil est modeste, honnête. Il l'aime sincèrement. Comment le sais-tu ? Je suis allé les voir. Enfin, j'ai prétendu être journaliste et préparer un article sur les réussites de l'adoption. Monsieur et Madame Dubois, la soixantaine, lui à la retraite de l'éducation nationale, elle ancienne infirmière. Ils ont recueilli Julien quand il avait 3 ans et l'ont élevé comme leur propre fils. » Théo examina la photo plus attentivement. Julien portait un pull simple, était assis sur un banc dans ce qui ressemblait à la cour d'un lycée. Rien dans son attitude ne trahissait le manque ou l'amertume. « Il a l'air heureux, » observa-t-il. « Il l'est, je crois. Mais, » Vincent hésita, « il pose des questions sur ses origines. Les Dubois m'ont dit qu'il avait entrepris des recherches sur sa mère biologique. Il sait qu'elle s'appelait Madeleine Laurent, qu'elle travaillait à Paris quand il est né. Il sait aussi qu'un mystérieux bienfaiteur paie ses études. Il soupçonne quelque chose? Pas encore, mais il n'est pas stupide. Et il grandit. Tôt ou tard, il voudra connaître la vérité. » Théo rendit la photo à Vincent, l'esprit en ébullition. « J'ai besoin de le rencontrer. »« Non, Théo, réfléchis bien. Une fois que tu auras fait ce pas, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je sais. Mais je ne peux pas vivre en sachant qu'il existe sans rien faire. C'est mon frère, Vincent, mon frère. » Vincent l'observa longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais on fait ça intelligemment. Pas question de débarquer chez lui en disant « Salut, je suis ton demi-frère. » Non, que proposes-tu ? Il participe à un concours de nouvelles organisé par une maison d'édition parisienne. La remise des prix a lieu samedi prochain, à la Bibliothèque nationale. Si tu veux le voir sans éveiller les soupçons, c'est l'occasion. » Théo sentit son cœur s'accélérer. Dans 1 semaine, il verrait pour la première fois son demi-frère. « Vincent, il y a autre chose. Élise Laurent sera probablement là aussi. La professeure. Pourquoi ? Parce que c'est la demi-sœur de Julien. Elle veille sur lui depuis la mort de leur mère. » Vincent siffla doucement. « Cette histoire devient de plus en plus compliquée. Tu n'imagines pas à quel point. » Ce soir-là, Théo rentra chez lui, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il avait pris sa décision. Il irait à Paris samedi. Il verrait Julien. Et ensuite, il affronterait son père. Il s'installa dans son bureau et écrivit une longue lettre à Émile Maréchal. Une lettre où il exposait tout ce qu'il avait découvert, où il lui demandait des explications, où il exigeait la vérité. Mais au moment de la signer, il hésita. Cette lettre changerait tout. Les rapports avec son père, sa vision de sa famille, sa propre identité. Était-il prêt à assumer les conséquences? Il pensa à Julien, à ce garçon qui grandissait dans l'ignorance de ses véritables origines. Il pensa à Élise et à la dignité avec laquelle elle portait le poids des secrets familiaux. Il pensa à Madeleine Laurent, morte trop jeune sans avoir jamais revu l'homme qu'elle aimait. Il signa la lettre, puis il composa le numéro d'Élise. Elle décrocha à la 3e sonnerie. « Théo ?» ?»« Élise, j'ai pris ma décision. Je vais le rencontrer. » Julien. « Samedi, à la remise des prix de ce concours littéraire. » Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne. « Vous en êtes sûr ? » « Certain.
Et après, j'affronterai mon père. Il est temps que cette famille cesse de vivre dans le mensonge. Théo. La voix d'Élise était douce, presque émue. Vous avez changé. Vous m'avez changé, répondit-il simplement. Vous et cette histoire. J'ai compris que l'arrogance et les privilèges ne font pas un homme, qu'il faut parfois avoir le courage de regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Alors je vous accompagnerai samedi. Julien ne sait pas encore qui vous êtes, mais il a le droit de rencontrer son frère. Théo ferma les yeux, submergé par l'émotion. Merci, Élise, pour tout. Ne me remerciez pas encore. Le plus difficile reste à venir. Quand il raccrocha, Théo se sentit apaisé pour la première fois depuis des semaines. Il avait franchi le point de non-retour. Dans 6 jours, il rencontrerait son demi-frère, et sa vie ne serait plus jamais la même. La Bibliothèque nationale de France se dressait sous un ciel parisien gris-perle, ses tours de verre et d'acier reflétant les nuages d'octobre. Théo était arrivé 1 heure en avance, incapable de rester tranquille dans sa chambre d'hôtel. Il avait passé la nuit à tourner en rond, répétant mentalement ce qu'il dirait à Julien, cherchant les mots justes pour une situation qui n'en avait pas. Il portait un costume sombre, sobre, loin de ses habituelles tenues de luxe ostentatoire. Pour la première fois de sa vie, il avait voulu passer inaperçu. L'ironie ne lui échappait pas, l'héritier maréchal qui tentait de se fondre dans la masse pour rencontrer son demi-frère inconnu. Théo, il se retourna. Élise s'approchait, vêtue d'un tailleur bleu marine qui mettait en valeur ses yeux clairs. Elle semblait plus tendue que d'habitude, une petite ride soucieuse barrant son front. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Terrifié » avoua-t-il. « Et vous » ? Pareil. Elle eut un sourire triste. « Cela fait 3 ans que je n'ai pas vu Julien. Nos relations sont compliquées. Pourquoi ? Parce qu'il me voit comme la grande sœur qui lui cache des choses. Il a raison, bien sûr. Mais comment expliquer à un adolescent que son père est un homme qui n'a jamais eu le courage d'assumer sa paternité ? Ils entrèrent dans le grand hall de la bibliothèque. La cérémonie se tenait dans l'auditorium, et déjà une centaine de personnes s'installaient, lycéens accompagnés de leurs familles, professeurs, organisateurs du concours. L'atmosphère était chaleureuse, détendue. « Là !» murmura Élise. Théo suivit son regard et sentit son cœur manquer un battement. Au 3e rang, un adolescent aux cheveux bruns bouclés était assis entre un homme et une femme d'âge mûr qui devaient être les Dubois. Julien Laurent portait une veste de velours côtelé et un jean, simple mais élégant. Il feuilletait nerveusement un programme, manifestement intimidé par l'événement. « Il est beau », murmura Théo. « Il ressemble à maman », dit Élise avec émotion. « Mais il a les yeux de votre père, et ses mains, regardez ses mains. » Effectivement, Julien avait les mêmes mains longues et fines qu'Émile Maréchal, ces mains d'aristocrate que Théo avait vu 1000 fois manier des documents importants ou tenir un verre de cognac. « Venez, » dit Élise. « Allons nous asseoir près d'eux. » Ils prirent place au 4e rang, juste derrière la famille Dubois. Théo pouvait maintenant entendre la voix de Julien, une voix encore un peu cassée par l'adolescence, mais déjà posée, intelligente. « Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, » disait-il à M. Dubois. « Tu as écrit un très beau texte, Julien, » répondit l'homme avec fierté. « Tu mérites d'être ici. Et si je ne gagne rien ? Alors tu auras eu l'expérience, » intervint Madame Dubois, « et c'est déjà beaucoup. » Théo fut touché par la tendresse évidente de ces gens pour Julien. Il l'avait élevé avec amour, lui avait donné une stabilité et des valeurs que l'argent des maréchals n'aurait jamais pu acheter. La cérémonie commença. Un écrivain célèbre remit successivement les prix de 3e, 2e et 1re place. Julien n'était pas appelé, et Théo vit ses épaules s'affaisser légèrement à chaque annonce. « Et maintenant, » dit l'animateur, « le prix spécial du jury, décerné à un texte qui a particulièrement ému nos lecteurs par sa maturité et sa sensibilité. Ce prix est remis à Julien Laurent, du lycée Saint-Exupéry de Meaux, pour sa nouvelle « La femme au parfum de lilas ». Le visage de Julien s'illumina. Il se leva, rouge d'émotion, et se dirigea vers l'estrade sous les applaudissements. Théo applaudissait aussi, submergé par une fierté inattendue pour ce demi-frère qu'il découvrait. Sur scène, Julien reçut son prix avec grâce,
remercia timidement le jury, puis regagna sa place. Théo remarqua qu'il avait les larmes aux yeux. « La femme au parfum de lilas » murmura Élise. « Il a écrit sur maman. » La cérémonie se termina par un cocktail. Théo et Élise se mêlèrent à la foule, observant de loin Julien qui discutait avec d'autres lauréats. Le garçon avait cette aisance naturelle dans la conversation qui rappelait Émile Maréchal dans ses meilleurs moments. Élise. Julien s'était approché d'eux. De près, la ressemblance avec Madeleine était frappante. Les mêmes yeux expressifs, le même sourire doux. « Salut Julien !» dit Élise en l'embrassant. « Félicitations pour ton prix, je suis fier de toi. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda le garçon avec une pointe de méfiance. « Tu ne m'avais pas dit que tu viendrais. J'ai voulu te faire la surprise. » Élise se tourna vers Théo. « Julien, j'aimerais te présenter un ami, Théo Maréchal. » Julien tendit la main à Théo avec politesse. « Enchanté, monsieur. »« Moi de même, » répondit Théo, troublé par le contact de cette main si semblable à celle de son père. « Félicitations pour votre prix. J'ai hâte de lire votre nouvelle. Vous vous intéressez à la littérature ? J'étudie la philosophie. À Lyon. » Les yeux de Julien s'éclairèrent. « Vraiment ? Moi aussi, j'aimerais faire de la philosophie après le bac. Quels auteurs préférez-vous » Et voilà que s'engageait une conversation passionnée sur Sartre, Camus, Nietzsche. Théo découvrait avec émerveillement l'intelligence vive de Julien, sa culture impressionnante pour son âge, sa capacité à formuler des idées complexes avec clarté. « Vous savez, » dit Julien au bout de quelques minutes, « vous me rappelez quelqu'un, mais je n'arrive pas à savoir qui. » Théo sentit son cœur se serrer. Élise intervint rapidement. « Julien, où sont les Dubois ? Ils parlent avec mon professeur de français. Papa, monsieur Dubois, veut absolument lui raconter tous mes succès scolaires depuis la maternelle. » Il avait dit « papa » avec affection. Ces gens étaient vraiment sa famille, plus que les Maréchal ne l'avaient jamais été. « Julien, » dit Théo impulsivement, « accepteriez-vous de prendre un café avec moi un jour ? J'aimerais discuter davantage de littérature avec vous. » Le garçon hésita, regardant Élise. « Théo est quelqu'un de confiance, » dit-elle doucement. « Et il connaît bien notre famille, très bien même. » Quelque chose dans le ton d'Élise alerta Julien. Il regarda tour à tour sa sœur et Théo, une lueur de curiosité grandissante dans les yeux. « Notre famille ? Mais vous ne faites pas partie de notre famille, monsieur Maréchal. C'est compliqué, » dit Élise. « Un jour, quand tu seras prêt, nous t'expliquerons. » « M'expliquer quoi ?» La voix de Julien montait légèrement. « Élise, tu me caches encore quelque chose ? Julien, s'il te plaît, pas ici !» Mais le garçon était intelligent, trop intelligent. Son regard allait de Théo à Élise, et Théo vit le moment exact où il fit le rapprochement. « Maréchal », murmura-t-il. « Maréchal, c'est le nom qui figure sur les virements qui paient mes études. Quelqu'un de la famille Maréchal est mon mystérieux bienfaiteur. » Le silence qui suivit fut lourd de sens. Théo comprit qu'il ne pouvait plus reculer. « Julien, dit-il doucement, il y a effectivement des choses que vous devez savoir sur votre famille, sur vos véritables origines, mais pas ici, pas maintenant. Mes véritables origines ?» Julien était devenu très pâle. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Élise prit le bras de son demi-frère. « Julien, écoute-moi, il y a des secrets dans notre famille. Des secrets que maman m'a confiés avant de mourir. Tu as le droit de les connaître, mais il faut que tu sois prêt à entendre la vérité. » Quelle vérité ? Théo regarda autour de lui. Ils étaient au milieu d'une foule de lycéens et de professeurs. Ce n'était vraiment pas l'endroit pour ce genre de révélation. « Acceptez-vous de nous revoir ?» demanda-t-il à Julien. « Demain, par exemple ? Quelque part où nous pourrons parler tranquillement ?» Julien hésita longuement, puis hocha la tête. « D'accord, mais j'exige la vérité, toute la vérité. Je vous la promets, » dit Théo. Et il savait qu'en prononçant ces mots, il s'engageait sur une voie sans retour. Le café de la place des Vosges baignait dans la lumière dorée d'un dimanche d'octobre. Théo était arrivé le premier et avait choisi une table isolée, près d'une fenêtre donnant sur les arcades séculaires. Ses mains tremblaient légèrement quand il porta sa tasse à ses lèvres. Dans quelques minutes, il allait révéler à Julien la vérité sur ses origines. Élise entra la première, suivie de près par Julien.
Le garçon portait un pull en laine grise qui faisait ressortir ses yeux verts, ses yeux qu'il tenait d'Émile Maréchal. Il avait l'air tendu, déterminé. « Bonjour », dit-il en s'asseyant face à Théo. « J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Je veux savoir qui paie mes études. Je veux savoir pourquoi Élise a toujours cette expression triste quand je pose des questions sur notre famille. Et je veux savoir pourquoi vous, monsieur Maréchal, vous me regardez comme si vous me connaissiez depuis toujours. » Chaudette, sa voix était ferme, mature. Théo reconnut cette détermination qu'il avait lui-même héritée de son père. « Julien, » commença Élise, « ce que nous allons te dire va changer ta vision de ta vie, de ton identité. Tu es sûr d'être prêt? J'ai 17 ans, Élise. Je ne suis plus un enfant. » Théo prit une profonde inspiration. « Julien, votre mère, Madeleine, travaillait pour ma famille. Elle était gouvernante dans notre hôtel particulier parisien, rue de Varennes. »« Je le sais déjà, » dit Julien avec impatience. « Élise me l'a dit quand j'étais petit. Maman était domestique chez des gens riches. » Et alors, Théo chercha ses mots. Elle n'était pas seulement notre employée, elle était très proche de mon père, Émile Maréchal. Julien fronça les sourcils. Proche comment? Ils s'aimaient, dit Élise doucement. Ils ont vécu une histoire d'amour pendant des années, secrète, mais réelle. Le visage de Julien se figea. Il regarda tour à tour Élise et Théo, comme s'il essayait de comprendre où il voulait en venir. « Vous voulez dire que maman avait une liaison avec son patron ?»« Oui, » confirma Théo, « et cette relation a eu des conséquences. » Un long silence s'installa. Julien était devenu très pâle. « Quelles conséquences ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Théo sentit sa gorge se serrer. C'était le moment de vérité. « Julien, Émile Maréchal est votre père biologique. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme. Julien resta immobile, fixant Théo avec une expression d'incrédulité totale. « Vous dites que... »« Je dis que nous sommes demi-frères, » continua Théo. « Que vous êtes un maréchal par le sang, même si vous portez le nom de Laurent. » Julien se leva brusquement, renversant sa chaise. « Non, » dit-il d'une voix forte qui attira les regards des autres clients. « Non, c'est impossible. Mon père, c'est Raymond Dubois. L'homme qui m'a élevé, qui m'a consolé quand j'avais des cauchemars, qui m'a appris à faire du vélo, pas un milliardaire qui n'a jamais daigné me reconnaître. « Julien, assieds-toi, s'il te plaît, » implora Élise. « Laisse-nous t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Les yeux de Julien brillaient de colère et de larmes contenues. « M'expliquer que pendant 17 ans, j'ai vécu dans le mensonge. Que cet homme qui vous envoie de l'argent pour mes études est mon géniteur. Ce n'est pas si simple, » dit Théo. « Mon père, votre père, il n'a jamais voulu vous abandonner. Mais les circonstances... » « Quelles circonstances ?» coupa Julien. « Sa réputation, son standing social, sa peur du scandale ?» La justesse de l'analyse frappa Théo en plein cœur. Julien avait résumé en quelques mots la lâcheté fondamentale d'Émile Maréchal. « Oui, » admit-il, « tout cela, mais aussi l'amour qu'il portait à votre mère. Il ne voulait pas la compromettre davantage. » Julien eut un rire amer. « L'amour ? Il l'aimait tellement qu'il l'a laissée partir enceinte, qu'il l'a laissée mourir à des centaines de kilomètres de lui. » Ces mots percutèrent Théo comme des balles. Il réalisa soudain l'horreur de la situation. Émile Maréchal avait su que Madeleine était enceinte. Il l'avait laissée partir et il n'avait même pas été présent quand elle était morte. « Julien, » murmura Élise, les larmes aux yeux. « Maman ne lui en voulait pas. Elle avait choisi de partir. Elle voulait te protéger de cette situation impossible. » « Me protéger ?» Julien se rassit lourdement. « Elle m'a privé de mon père, de ma famille, de ma véritable identité. »« Non, non, » dit Théo avec fermeté. « Votre véritable identité, c'est ce que vous avez construit avec les Dubois. Votre talent, votre intelligence, votre sensibilité, tout cela vous appartient. Le sang des maréchals ne fait pas de vous quelqu'un de différent. » Julien le regarda avec surprise. « Comment pouvez-vous dire ça, vous qui portez ce nom avec tant de fierté ? » « Justement. J'ai mis 27 ans à comprendre que porter le nom Maréchal ne m'avait jamais rendu meilleur que quiconque. Au contraire, cela m'a rendu arrogant, aveugle, insensible. Vous, en 17 ans, vous êtes devenu l'homme que j'aurais voulu être.
Cette confession sembla apaiser légèrement Julien. Il observa Théo avec plus d'attention. « Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant? Pourquoi pas avant? » « Parce que notre père est malade, » révéla Théo. « Alzheimer. Il lui reste peut-être 2 ou 3 ans de lucidité. Vous avez le droit de le connaître avant qu'il ne soit trop tard. Et lui a le droit de connaître son fils. » Julien resta silencieux un long moment, digérant ces informations. Puis il posa la question que Théo redoutait. « Il sait que vous me parlez. Il sait que vous m'avez révélé la vérité? » « Non, je dois encore l'affronter, lui dire que je sais tout, exiger qu'il assume enfin ses responsabilités. Et s'il refuse, s'il préfère garder le secret jusqu'au bout ?» Théo regarda Julien droit dans les yeux. « Alors, je le déshériterai de moi-même. Je ne veux plus faire partie d'une famille qui bâtit sa respectabilité sur le mensonge et l'abandon. » Cette déclaration surprit même Élise. Julien scruta le visage de Théo, comme s'il cherchait à évaluer sa sincérité. « Vous feriez vraiment cela? Renoncer à votre héritage? Pour vous reconnaître comme mon frère? » « Oui, sans hésitation. » Julien se leva et fit quelques pas vers la fenêtre. Dehors, les passants se promenaient sous les arcades, insouciants. Leur monde à eux semblait soudain si simple. « J'ai besoin de temps, » dit-il finalement, « pour réfléchir, pour digérer tout cela, pour décider si je veux rencontrer cet homme qui est mon père biologique. »« Bien sûr, » dit Théo, « prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais, » ajouta Julien en se retournant vers eux, « je veux que vous sachiez une chose, que cet homme me reconnaisse ou pas, que je porte son nom ou pas, Raymond et Monique Dubois resteront mes vrais parents. Ceux qui m'ont donné l'amour et les valeurs qui font de moi ce que je suis. Je le comprends, » répondit Théo avec émotion, « et je les respecte pour cela. » Julien hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Puis il s'arrêta et se retourna. « Monsieur Maréchal, Théo, merci de m'avoir dit la vérité. Même si elle fait mal, elle valait mieux que le mensonge. » Il sortit, laissant Théo et Élise seuls face aux conséquences de leur révélation. « Comment s'est-il si bien construit, malgré tout ce chaos familial ?» murmura Théo. « Grâce au Dubois, » répondit Élise, « et grâce au caractère de maman. Elle lui a transmis sa force d'âme avant de mourir. » Théo hocha la tête, submergé par l'admiration pour ce demi-frère qu'il venait de découvrir. « Maintenant, dit-il, il faut que j'affronte mon père. Vous voulez que je vous accompagne? Non. Cette conversation, je dois l'avoir seule avec lui. » Il se leva, paya l'addition et se dirigea vers la sortie. « Élise, dit-il avant de sortir, quel que soit le résultat de cette confrontation, Julien aura sa place dans cette famille. Je vous le promets. » Et sur ces mots, il partit vers son destin. Le bureau d'Émile Maréchal était plongé dans la pénombre du crépuscule lyonnais quand Théo poussa la porte sans frapper. Son père était assis derrière son imposant bureau d'acajou, étudiant des documents à la lueur d'une lampe de bronze. Il leva les yeux, surpris par cette intrusion. « Théo, je ne t'attendais pas ce soir. Nous devons parler tout de suite. » Quelque chose dans le ton de son fils alerta Émile. Il posa ses lunettes de lecture et l'observa attentivement. « Très bien. De quoi s'agit-il » Théo s'avança vers le bureau et posa la lettre qu'il avait écrite une semaine plus tôt. « Lisez ceci. » Émile prit la lettre, déplia les feuillets et commença à lire. Théo vit son visage changer d'expression au fur et à mesure de sa lecture. La surprise céda place à l'inquiétude, puis à une forme de résignation. « Comment as-tu découvert tout cela » demanda-t-il finalement d'une voix lasse. « Peu importe. Est-ce que c'est vrai, tout ce que j'ai écrit dans cette lettre ?» Émile se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, les lumières de Lyon s'allumaient une à une, transformant la ville en constellation. « Oui, » dit-il simplement, « c'est vrai. » Et cette confirmation, bien qu'attendue, frappa Théo comme un coup de poing. « Père, comment avez-vous pu avoir un fils et le laisser grandir dans l'ignorance de ses origines ?» Émile se retourna et Théo fut frappé par la fatigue qui marquait ses traits. Son père avait vieilli ces derniers mois. Les premières atteintes de la maladie se lisaient dans ses yeux, dans la légère tremulation de ses mains. « Tu crois que cela a été facile ?» demanda Émile d'une voix sourde. « Tu crois que je n'ai pas pensé à lui chaque jour depuis 17 ans? Alors pourquoi? Pourquoi ce silence ?» Émile retourna s'asseoir, soudain voûté. « Parce que j'étais lâche, parce que j'avais peur du scandale, peur de perdre ma réputation,
peur de bouleverser l'ordre de ma vie parfaitement organisé. Il regarda Théo avec une expression douloureuse, et parce que je n'étais pas sûr d'être capable d'être un bon père pour lui. « Si, vous n'étiez pas un bon père pour moi non plus, » lâcha Théo avec amertume, « mais vous m'avez gardé. » Le coup porta. Émile ferma les yeux, comme sous l'effet d'une douleur physique. « Tu as raison, j'ai été un père absent, autoritaire. Je t'ai élevé comme on dresse un héritier, pas comme on aime un fils. Alors pourquoi avoir eu un autre enfant ? Parce que j'aimais Madeleine, » répondit Émile avec une passion soudaine. « Plus que tout au monde. Plus que ma femme, plus que ma fortune, plus que ma réputation. Avec elle, j'étais l'homme que j'aurais voulu être. Généreux, sensible, authentique. » Il se leva et ouvrit le tiroir secret où Théo avait trouvé les lettres. « Regarde, » dit-il en sortant une photo. « Regarde comme elle était belle. » Théo prit la photo. Madeleine Laurent y apparaissait dans le jardin de l'hôtel particulier, souriant, tenant dans ses bras un petit Julien de 3 ou 4 ans. Elle était effectivement d'une beauté saisissante, mais ce qui frappait surtout, c'était la joie pure qui illuminait son visage. « Elle rayonnait », murmura Émile. « Elle transformait tout ce qu'elle touchait. Cette maison froide et austère devenait vivante quand elle y était, et moi, je redevenais humain. Alors, pourquoi l'avoir laissée partir ? Parce qu'Hélène a découvert notre relation et sa grossesse. » Émile se massa les tempes. « Ta mère m'a posé un ultimatum. Soit je renvoyais Madeleine immédiatement, soit elle demandait le divorce et s'arrangeait pour ruiner ma réputation. Et vous avez choisi votre réputation. J'ai choisi la facilité, comme toujours. » Émile regarda de nouveau la photo. Madeleine l'a compris avant même que je lui parle. Elle a fait ses bagages sans un mot de reproche. Elle m'a juste dit « Prenez soin de vous, Émile, et prenez soin de Théo. » « Et le bébé, Julien, vous n'avez rien dit sur votre fils ? » Elle m'a promis de me donner des nouvelles, et elle a tenu parole au début. Des lettres, des photos. Je savais qu'il grandissait bien, qu'il était intelligent, curieux. Émile marqua une pause. Puis les lettres se sont espacées. Et puis, elle est morte. Vous le saviez ? Le notaire qui gérait ses affaires m'a prévenu. Cancer foudroyant. Elle n'a souffert que quelques semaines. La voix d'Émile se brisa. J'ai voulu aller à l'enterrement, mais je n'ai pas eu le courage. Encore cette lâcheté. Théo sentit une colère froide monter en lui. Et Julien, votre fils de 8 mois qui se retrouvait orphelin ? J'ai pris mes renseignements. Il allait être confié à une famille d'accueil excellente, des gens bien aimants. J'ai pensé qu'il valait mieux le laisser grandir là, plutôt que de bouleverser sa vie avec des histoires compliquées. Alors vous avez choisi de l'oublier ? Jamais. Émile se leva brusquement. Je n'ai jamais oublié mon fils. Je paie ses études, ses frais de santé, tout ce dont il a besoin, discrètement, anonymement. Mais vous ne l'avez jamais vu. Vous ne savez rien de lui. Je sais tout de lui, protesta Émile. Ses notes, ses succès scolaires, ses passions. Il écrit, il aime la philosophie, il ressemble à sa mère. Il vous ressemble aussi, coupa Théo. Il a vos yeux, vos mains, votre intelligence et votre sens moral, heureusement, parce que lui, au moins, il ne se cache pas derrière ses privilèges. Émile accusa le coup. Tu l'as rencontré ? Oui, et je lui ai dit la vérité, toute la vérité, sur vous, sur sa mère, sur cette famille de lâches dans laquelle il a eu le malheur de naître. Théo, il veut vous voir, continua Théo. Il veut connaître son père biologique avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'Élise m'a dit pour votre maladie. Émile se figea. Élise, tu connais Élise. C'est elle qui m'a tout appris. Elle, votre fille adoptive que vous avez également abandonnée. Décidément, père, vous excellez dans l'art de rejeter ceux qui vous aiment. Cette accusation atteignit Émile en plein cœur. Il se laissa tomber dans son fauteuil, soudain très vieux. Élise, comment va-t-elle ? Elle va bien, malgré vous. Elle est devenue professeure de philosophie. Brillante, respectée. Elle s'est construite toute seule, loin de cette famille qui l'a rejetée. Je ne l'ai pas rejetée, protesta faiblement Émile. J'ai pensé que... Vous avez pensé que c'était plus simple de l'oublier, elle aussi, comme sa mère, comme Julien. Un long silence s'installa dans le bureau.
Émile contemplait la photo de Madeleine avec une expression de regret infini. « Qu'attends-tu de moi, Théo ? Que vous fassiez enfin preuve de courage, que vous reconnaissiez Julien officiellement, que vous lui donniez son nom, que vous rattrapiez 17 années de lâcheté. Et si je refuse ?» Théo se leva et se dirigea vers la porte. « Alors je renonce à mon héritage. Je donne ma part des biens familiaux à Julien et à Élise, et je romps définitivement avec vous. » Il posa la main sur la poignée, puis se retourna. « Vous avez 48 heures pour prendre votre décision. Après cela, j'agirai selon mes convictions. » Théo, attends. Mais Théo était déjà parti, laissant Émile seul avec ses remords et la photo de la femme qu'il avait aimée et abandonnée. Dans le couloir, Théo s'appuya contre le mur, les jambes tremblantes. Il venait de défier l'homme le plus puissant de sa vie, de remettre en question l'ordre familial qu'il avait façonné depuis l'enfance. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait libre, libre de choisir l'homme qu'il voulait devenir. Les 48 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Théo. Il avait quitté l'appartement familial pour s'installer dans un petit hôtel du Vieux Lyon, incapable de supporter l'atmosphère pesante de la demeure où il avait grandi. Il fallait qu'il prenne du recul, qu'il réfléchisse aux conséquences de son ultimatum. Le mardi matin, il reçut un appel d'Élise. « Théo, j'ai eu des nouvelles de Julien, il veut vous voir. Comment va-t-il » Bouleversé mais déterminé. Il a parlé aux Dubois, il leur a tout dit. Théo sentit son cœur se serrer. Comment ont-ils réagi? Mieux qu'il ne l'espérait. Monsieur Dubois lui a dit que peu importait qui était son père biologique, qu'il restait leur fils. Madame Dubois a pleuré, mais de soulagement. Elle savait qu'il se posait des questions depuis des années. Nobé maintenant, il veut rencontrer Émile Maréchal. Pas pour lui pardonner, précise-t-il, mais pour comprendre, pour mettre un visage sur cet homme qui a façonné son existence sans jamais y participer. Théo ferma les yeux. Julien faisait preuve d'une maturité qui le dépassait. « Et votre père ?» demanda Élise. « Quelle a été sa réaction ?»« Je ne sais pas. Je lui ai donné 48 heures. Il lui reste jusqu'à demain soir. » Théo. « Et s'il refuse, vous êtes vraiment prêt à rompre avec votre famille ?»« Oui, » répondit-il sans hésitation. « Cette famille m'a donné des privilèges, de l'argent, un nom prestigieux, mais elle ne m'a jamais donné de valeur. Ce que je suis de bien, je l'ai appris malgré elle, pas grâce à elle. » Un silence s'installa. « Vous savez, » reprit Élise, « quand j'étais petite et que je vivais rue de Varennes, je vous admirais. Vous aviez tout ce dont je rêvais, l'éducation, la culture, les voyages. J'aurais donné n'importe quoi pour être à votre place. Et maintenant ? Maintenant, je réalise que vous avez eu une enfance plus pauvre que la mienne. Moi, j'avais l'amour de ma mère. Vous n'aviez que l'indifférence dorée de parents absents. » Cette observation toucha Théo plus qu'il ne l'aurait cru. Élise avait mis le doigt sur une vérité qu'il n'avait jamais osé formuler. Malgré sa richesse, son enfance avait été émotionnellement misérable. « Élise, puis-je vous poser une question personnelle ? Je vous écoute. Pourquoi avoir choisi l'enseignement? Vous auriez pu faire n'importe quoi d'autre. » Elle eut un petit rire. « Parce que l'éducation, c'est la seule richesse que personne ne peut vous voler. Ma mère me l'a enseigné. Quand nous avons tout perdu en quittant Paris, mes livres et mes connaissances sont restés avec moi. C'est grâce à ça que j'ai pu me reconstruire. Et vous n'avez jamais eu envie de vous venger? De faire payer à ma famille le mal qu'elle vous a fait? Si, pendant des années, mais la vengeance empoisonne celui qui la nourrit. Et puis, elle marqua une pause. Ma mère m'a fait promettre, avant de mourir, de ne jamais laisser l'amertume détruire ma vie. Elle disait que l'amour qu'elle avait vécu avec votre père, même inachevé, même douloureux, valait mieux que la haine. » Théo sentit sa gorge se serrer. Madeleine Laurent, dans ses derniers moments, avait trouvé la force de pardonner. Votre mère était une femme exceptionnelle. Oui, et c'est pour honorer sa mémoire que je veux que cette histoire se termine bien. Pour Julien, pour vous, même pour votre père. Il n'est jamais trop tard pour réparer ses erreurs. Théo raccrocha, plus déterminé que jamais. Il passa la journée à marcher dans les rues de Lyon, réfléchissant à l'avenir qu'il voulait construire. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de prendre des décisions qui lui appartenaient vraiment.
Le mercredi soir, alors qu'il dînait seul dans un petit restaurant des terreaux, son téléphone sonna. Le nom d'Émile Maréchal s'affichait à l'écran. « Père, Théo, il faut que nous parlions. Veux-tu venir à la maison ?» La voix d'Émile était différente, plus fragile, presque suppliante. « J'arrive. » Théo trouva son père dans le salon principal, assis dans le fauteuil de cuir où il avait l'habitude de lire le soir. Il tenait dans ses mains la photo de Madeleine Laurent et semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. « Assieds-toi, » dit Émile sans lever les yeux. Théo prit place en face de lui, attendant. « J'ai passé 2 jours à réfléchir, » commença Émile, « à peser les conséquences de chaque décision possible, et j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne méthode. » Il leva enfin les yeux vers son fils. « Pour une fois dans ma vie, je vais faire ce qui est juste, pas ce qui est prudent. » Le cœur de Théo s'accéléra. « Qu'avez-vous décidé ?»« Je veux rencontrer mon fils, Julien. Je veux lui demander pardon pour ses 17 années d'absence. Et s'il l'accepte, je veux le reconnaître officiellement. » Théo sentit un immense soulagement l'envahir. « Bah père, attends !» le coupa Émile. « Il y a des conditions. » L'estomac de Théo se noua. « Lesquelles ? Je veux d'abord m'assurer qu'il ne manque de rien, que les Dubois soient dédommagés pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, qu'Élise reçoive une compensation pour les années difficiles qu'elle a vécues. Ce n'est pas une question d'argent, père, je sais, mais c'est la seule façon que je connaisse de réparer mes erreurs. » Émile se leva et se dirigea vers son bureau. « J'ai pris contact avec mon notaire. Mon testament sera modifié. Julien héritera de la moitié de mes biens. Élise recevra l'hôtel particulier de Paris et une rente qui lui garantira l'indépendance. » Théo était stupéfait. « Et moi ? Toi, tu hériteras de l'autre moitié, mais surtout, tu hériteras de l'entreprise, si tu la veux encore. » Pourquoi ce changement soudain ? Émile revint s'asseoir, soudain épuisé. « Parce que cette maladie me fait réaliser que le temps presse. Parce que je ne veux pas mourir avec ces regrets. Et parce que... » Il regarda de nouveau la photo de Madeleine. « Parce que j'aimerais qu'elle soit fière de moi, là où elle est. » Des larmes montèrent aux yeux de Théo. Pour la première fois de sa vie, il voyait son père non pas comme un monument de puissance, mais comme un homme fragile et imparfait, capable d'amour et de regret. « Il y a autre chose, » continua Émile. « Je veux que tu organises cette rencontre, toi et Élise. Je ne me fais pas confiance pour trouver les mots justes. Vous me faites confiance. Tu as eu le courage de me tenir tête. Tu as choisi la justice plutôt que le confort. Tu es devenu l'homme que j'aurais voulu être. Alors oui, je te fais confiance. » Théo se leva et s'approcha de son père. Pour la première fois depuis son enfance, il posa la main sur son épaule. « Nous allons arranger ça, père, ensemble. » Émile hocha la tête, les yeux brillants. « Théo ? Oui ? Merci. Merci de m'avoir forcé à regarder la vérité en face. » Théo serra l'épaule de son père. C'est ce que font les fils, parfois. Ils aident leur père à devenir meilleur. Et pour la première fois depuis des années, un vrai sourire éclaira le visage d'Émile Maréchal. L'hôtel particulier de la rue de Varennes n'avait jamais paru si grand à Théo. Il était arrivé la veille avec son père, qui avait insisté pour que cette rencontre historique ait lieu dans la maison où tout avait commencé. Madame Fouquet avait préparé le salon principal avec un soin particulier, disposant des fleurs fraîches et ses plus beaux services à thé. Émile était nerveux. Théo ne l'avait jamais vu dans un tel état d'agitation. Son père avait changé de costume 3 fois, s'était rasé 2 fois et ne cessait de réajuster sa cravate. « Pensez-vous qu'il me ressemble vraiment ?» demanda-t-il pour la 10e fois. « Père, détendez-vous. Julien n'attend pas de vous la perfection. Il veut simplement comprendre. Et s'il me déteste, s'il refuse de me parler, alors nous respecterons sa décision. Mais donnez-lui au moins une chance. Donnez-vous une chance. » À 15 heures précises, la sonnette retentit. Théo alla ouvrir. Élise se tenait sur le seuil, élégante dans un tailleur marine, accompagnée de Julien. Le garçon portait un costume sombre, qui le vieillissait, lui donnant une allure presque solennelle. « Bonjour, » dit Julien d'une voix calme. « Je suis prêt. » Ils pénétrèrent dans le hall d'entrée. Julien regarda autour de lui avec curiosité, observant les tapisseries, les meubles anciens, l'escalier de marbre. « C'est ici que maman a vécu, » murmura-t-il. « Oui, » répondit Élise. « Au 2e étage.
Nous pourrons voir sa chambre plus tard, si vous le souhaitez. » Théo les guida vers le salon. Émile était debout près de la cheminée, raide comme un piquet. Quand Julien entra, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. La ressemblance était saisissante. Même port de tête, même regard intense, même main fine. « Julien, » dit Théo, « je vous présente Émile Maréchal, notre père. » Un silence lourd s'installa. Père et fils se regardaient, se jaugeaient, cherchant dans les traits de l'autre les échos de leur propre identité. « Monsieur » dit finalement Julien en s'inclinant légèrement. « Julien » La voix d'Émile était étranglée par l'émotion. « Mon fils » Ces deux mots, prononcés avec tant de douceur et de regret, brisèrent quelque chose dans l'atmosphère. Julien cligna des yeux rapidement, luttant visiblement contre ses propres émotions. « Asseyez-vous, je vous en prie » dit Émile en désignant les fauteuils disposés en cercle. Ils prirent place, Julien face à Émile, Théo et Élise de part et d'autre, comme des médiateurs silencieux. « Je ne sais pas par où commencer » avoua Émile. « Comment s'excuse-t-on pour 17 années d'absence ?»« On ne s'excuse pas » répondit Julien avec une maturité désarmante. « On explique. Je ne vous demande pas de vous excuser, monsieur Maréchal. Je vous demande de me faire comprendre. » Émile hocha la tête et se lança dans le récit qu'il avait préparé. Il parla de sa rencontre avec Madeleine, de leur amour grandissant, de la impossibilité de leur situation. Il évoqua sa lâcheté, ses peurs, les pressions sociales. Il n'épargna rien, ne chercha aucune excuse. Julien l'écoutait sans l'interrompre, son visage restant impassible. Seuls ses yeux trahissaient l'intensité de ses sentiments. « Votre mère » dit Émile, en sortant la photo qu'il gardait toujours avec lui, était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Intelligente, généreuse, d'une beauté qui venait de l'âme. Elle m'a rendu meilleur pendant les années où nous avons vécu ensemble. Il tendit la photo à Julien, qui la prit avec précaution. Elle était enceinte de vous quand elle est partie, continua Émile. Elle ne me l'avait pas dit pour ne pas compliquer davantage la situation. J'ai appris votre existence 3 mois après votre naissance. Et qu'avez-vous ressenti ? Demanda Julien, les yeux fixés sur la photo. De la joie. Une joie immense, mêlée de terreur. J'avais un fils, mais je n'avais pas le droit de le revendiquer. Vous aviez le droit, dit Julien en relevant les yeux. Vous aviez tous les droits. Vous étiez mon père. Non, répondit Émile avec fermeté. Être père, ça se mérite, ça ne se décrète pas. Raymond Dubois est votre père. Moi, je ne suis que l'homme qui vous a donné la vie. Cette reconnaissance surprit Julien. Il observa Émile avec plus d'attention, comme s'il réévaluait ce qu'il avait devant lui. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Pourquoi acceptez-vous de me rencontrer aujourd'hui ?» Émile jeta un regard reconnaissant vers Théo. « Parce que votre frère m'a ouvert les yeux, il m'a fait comprendre que ma lâcheté avait assez duré, et parce que... » Il hésita. « Parce que je suis malade, Julien. Il ne me reste peut-être que quelques années de lucidité. Je ne voulais pas mourir sans vous avoir dit combien je suis fier de l'homme que vous êtes devenu. » Pour la première fois, Julien sembla ébranlé. « Fier ? Vous ne me connaissez pas. Je sais que vous écrivez, que vous aimez la philosophie, que vous êtes premier de votre classe, que vous traitez les Dubois avec respect et affection, que vous avez grandi droit et bon malgré l'absence de votre père biologique. » Émile se pencha vers lui. « Comment ne serais-je pas fier ?» Julien détourna le regard, visiblement ému. « J'ai écrit une nouvelle sur maman, dit-il finalement. La femme au parfum de lilas. Elle a gagné un prix. »« Je sais, » dit Émile avec un sourire. « Théo me l'a dit. J'aimerais beaucoup la lire, si vous m'y autorisez. »« Pourquoi le lilas ?» demanda Élise doucement. « Parce que c'était son parfum, l'eau de toilette qu'elle portait toujours. Quand j'étais petit et qu'elle me manquait, je cherchais ce parfum partout. » Julien sourit tristement. « Je l'ai retrouvé dans une parfumerie de Meaux l'année dernière. Je l'ai acheté et j'en mets parfois sur un mouchoir, juste pour me rappeler d'elle. » Émile ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Elle mettait ce parfum pour moi, » murmura-t-il. « Je lui avais dit que cela lui allait bien. »« Alors, quand je sens un peu de vous aussi, » dit Julien avec une simplicité qui coupa le souffle à tous les présents. Le silence qui suivit était chargé d'émotion. 3 générations réunies autour du souvenir d'une femme qui avait marqué leur vie à tous. « Julien, dit Émile d'une voix tremblante,
Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais accepteriez-vous que je fasse partie de votre vie, modestement, discrètement, comme vous le souhaitez? Julien réfléchit longuement avant de répondre. Les Dubois resteront mes parents, dit-il finalement, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont donné leur amour. Mais il regarda Émile droit dans les yeux. Je pense que maman aurait voulu que nous apprenions à nous connaître. Cela suffit, dit Émile, les larmes aux yeux. C'est plus que je n'espérais. Julien se leva et s'approcha d'Émile. Je peux? demanda-t-il en tendant la main. Émile se leva aussi et serra la main de son fils. Puis, impulsivement, il l'attira contre lui dans une étreinte maladroite mais sincère. « Pardon, murmura-t-il, pardon pour tout. » Julien ne répondit pas, mais il ne se dégagea pas non plus. Et dans ce silence partagé, quelque chose de nouveau commença à naître. Une famille. Pas traditionnelle, pas parfaite, mais authentique. Théo et Élise se regardèrent, les yeux brillants. Mission accomplie. 3 mois avaient passé depuis cette rencontre historique rue de Varennes. L'automne avait cédé place à un hiver lyonnais gris et froid, mais pour Théo, cette saison portait des couleurs nouvelles. Sa vie avait pris un cours qu'il n'aurait jamais imaginé. Il se trouvait ce matin-là dans les locaux d'une association caritative de la Guillotière, un quartier populaire de Lyon. Vêtu d'un jean et d'un pull simple, il aidait à la distribution de repas chauds aux plus démunis. Cela faisait 2 mois qu'il consacrait ses matinées à ce bénévolat, au grand étonnement de son entourage. « Monsieur Théo », l'interpella Fatima, une bénévole d'origine algérienne qui dirigeait l'association. « Vous avez reçu un appel, c'est votre frère. » « Votre frère ». Ces mots le faisaient encore sourire. Théo prit le téléphone, s'essuyant les mains sur son tablier. « Julien ? Salut Théo. Je ne te dérange pas ? Jamais ? Comment vas-tu ? Bien, je voulais te dire, j'ai pris ma décision pour mes études supérieures. » Théo sentit son cœur s'accélérer. Depuis leur rencontre, Julien et lui échangeaient régulièrement par téléphone. Le garçon était en terminale et devait bientôt faire ses choix d'orientation. « Dis-moi tout, je vais faire de la philosophie. À Lyon, à Jean Moulin. » Théo ferma les yeux, submergé par l'émotion. « Tu es sûr, ce n'est pas à cause de moi ou d'Élise ? » ?»« Non, c'est ma décision. J'ai envie de comprendre le monde, les hommes, leurs motivations. Et puis... » Julien marqua une pause. « J'ai envie d'apprendre à connaître ma famille. Mes familles. Les Dubois resteront toujours chez moi, mais vous aussi, maintenant, vous en faites partie. » Julien. « Et il y a autre chose. Papa, je veux dire notre père, m'a proposé de venir passer les vacances de Noël avec vous, à Lyon. Les Dubois sont d'accord. Qu'est-ce que tu en penses ?» Théo sourit, imaginant déjà ces fêtes de fin d'année qui, pour la première fois depuis longtemps, ressembleraient à de vraies fêtes de famille. « Je pense que c'est une excellente idée. Élise sera ravie. » Après avoir raccroché, Théo termina sa matinée de bénévolat avec une énergie nouvelle. En sortant de l'association, il croisa Vincent qui l'attendait, appuyé contre sa voiture. « Alors, Saint-Théo » le taquina son ami. « Comment va la nouvelle vie de bienfaiteur de l'humanité ?»« Très bien, » répondit Théo sans se vexer. « Tu devrais essayer, ça change des ragots de société. » Vincent éclata de rire. « Tu as tellement changé que j'ai parfois du mal à te reconnaître. Tu es sûr que tu n'as pas subi un lavage de cerveau ? Peut-être, ou peut-être que j'ai enfin compris à quoi servait un cerveau. » Ils marchèrent ensemble vers le centre-ville. Vincent, qui avait suivi de près toute l'histoire familiale, était devenu un ami encore plus proche. « Et ton père, comment va-t-il » Le sourire de Théo s'atténua légèrement. « Bien, enfin, aussi bien que possible. La maladie progresse lentement. Il a encore de bons moments, de longues périodes de lucidité, mais on voit qu'il fatigue plus vite, qu'il oublie parfois des détails. Et Julien, comment gère-t-il ça? Mieux que nous tous. Il correspond régulièrement avec notre père, lui envoie ses nouvelles, ses devoirs de philosophie. Émile les corrige et les lui renvoie avec des commentaires. C'est touchant de les voir construire cette relation père-fils à distance. Et Élise? Le visage de Théo s'illumina. Élise va très bien. Elle a accepté la donation de l'hôtel particulier parisien. Au début, elle ne voulait pas, mais j'ai réussi à la convaincre que c'était justice. Elle projette d'en faire un centre culturel, un lieu dédié à l'éducation populaire. Et vous deux?
Théo s'arrêta de marcher. « Nous deux quoi? Ne joue pas l'innocent. Ça se voit qu'il se passe quelque chose entre vous. » Théo rougit légèrement. « C'est compliqué, Vincent. Nous avons une histoire familiale lourde, des liens qui dépassent le simple... » Le simple quoi? Théo, cette femme t'a transformé. Elle t'a révélé à toi-même. Et toi, tu l'as aidé à tourner la page du passé. Vous formez une équipe parfaite. Théo ne répondit pas, mais Vincent avait touché juste. Ces derniers mois, sa relation avec Élise avait évolué. Ils se voyaient régulièrement, parfois pour parler de Julien ou d'Émile, souvent sans autre prétexte que le plaisir d'être ensemble. Une complicité s'était installée, faite de respect mutuel et d'une affection grandissante. « Au fait, reprit Vincent, j'ai une nouvelle qui va t'intéresser. »« Laquelle ?»« Ta mère, Hélène Maréchal. Elle est rentrée de voyage. » Théo s'arrêta net. Sa mère était partie pour un long séjour en Asie, juste après sa confrontation avec Émile, prétextant un besoin de spiritualité et de recul. En réalité, elle avait fui le scandale familial. « Quand ?»« Hier, et elle demande à te voir. » Théo soupira. Il avait espéré retarder cette confrontation, mais elle était inévitable. « Où ?»« À l'hôtel Carlton. Elle ne veut pas venir à la maison tant que la situation n'est pas clarifiée. » Le soir même, Théo se rendit au Carlton. Il trouva sa mère dans le salon de thé de l'hôtel, impeccablement coiffée et maquillée, vêtue d'un tailleur Chanel. Hélène Maréchal était une femme de 55 ans qui en paraissait 40, entretenue par les meilleurs soins esthétiques et une vie sans soucis matériels. « Théo, dit-elle en tendant sa joue pour un baiser glacial, tu as mauvaise mine. Cette vie de philanthrope ne te réussit pas. Bonjour, mère. Comment s'est passé votre voyage? Enrichissant. J'ai beaucoup médité sur notre situation familiale. » Elle sirota son thé en l'observant. « Ton père m'a écrit. Il m'a raconté cette histoire avec le fils de la gouvernante. Julien, corrigea Théo. Il s'appelle Julien, et c'est mon frère. » Hélène eut une moue de dégoût. « Théo, ressaisis-toi. Cette personne n'a rien à voir avec nous. Que ton père ait eu un moment d'égarement avec une domestique, soit, cela arrive. Mais de là à légitimer cette erreur, ce n'était pas une erreur, coupa Théo d'une voix ferme. Et Madeleine Laurent n'était pas une domestique, c'était une femme exceptionnelle que père aimait sincèrement. L'amour. Hélène eut un rire cristallin. Mon pauvre enfant, tu mélanges tout. Ton père a eu une passade avec une employée. Point final. Non, mère. Père a vécu le grand amour de sa vie avec une femme remarquable. Et cette femme lui a donné un fils extraordinaire que j'ai l'honneur d'appeler mon frère. Le visage d'Hélène se durcit. Et moi, dans tout cela, je compte pourquoi. J'ai fermé les yeux pendant des années sur cette liaison ridicule. J'ai préservé la dignité de cette famille. Et voilà comment on me remercie. Vous avez fermé les yeux par intérêt, pas par grandeur d'âme. Vous saviez que divorcer vous ferait perdre votre train de vie. » Hélène pâlit sous son maquillage. « Comment oses-tu ? Je dis la vérité, mère. Quelque chose que cette famille a évité de faire pendant trop longtemps. » Hélène se leva, tremblante de rage. « Très bien. Puisque c'est ainsi, assumez vos choix. Mais ne comptez pas sur moi pour cautionner cette mascarade. Je ne reconnaîtrai jamais ce bâtard. Alors vous n'aurez plus de fils du tout, répondit Théo en se levant à son tour. Parce que Julien et moi, c'est un lot. Si vous ne l'acceptez pas, vous me perdez aussi. » Hélène le regarda avec incrédulité. « Tu choisirais cet inconnu plutôt que ta propre mère ? Je choisis la famille que nous nous construisons plutôt que celle que nous subissons. Julien, Élise, même père malgré ses erreurs passées, ils m'ont appris ce qu'était l'amour véritable. Vous ne m'avez jamais donné que l'indifférence dorée. » Sur ces mots, Théo quitta l'hôtel, laissant sa mère seule avec ses certitudes et son amertume. Dehors, la neige commençait à tomber sur Lyon. Théo releva le col de son manteau et sourit. Dans 3 semaines, Julien serait là pour Noël. Une vraie famille se construisait, enfin. La demeure des Maréchal n'avait jamais connu une telle effervescence. Pour la première fois depuis des décennies, Noël ne serait pas une obligation mondaine, mais une vraie fête de famille. Théo avait passé la matinée à décorer le grand salon, aidé par Madame Bertin, la nouvelle gouvernante qu'il avait engagée pour seconder son père.
Émile était assis dans son fauteuil habituel, observant les préparatifs avec un sourire attendri. Sa maladie progressait lentement mais sûrement, mais ce jour-là, il semblait avoir retrouvé une partie de sa vitalité d'antan. « Pas trop de guirlandes, Théo, dit-il en riant. Nous ne sommes pas un grand magasin. Père, c'est Noël, et c'est le premier Noël de Julien avec nous. Je veux que tout soit parfait. » La sonnette retentit. Théo se précipita vers l'entrée, le cœur battant. Sur le seuil se tenait Julien, rayonnant dans son manteau de laine, et les Dubois. Raymond et Monique avaient accepté l'invitation de passer les fêtes à Lyon, touchés par la délicatesse avec laquelle la famille Maréchal les avait inclus dans ses retrouvailles. « Julien !» s'exclama Théo en étreignant son demi-frère. « Tu as grandi encore !»« C'est possible, » rit Julien. « Je mange beaucoup trop chez maman Monique. » Monique Dubois, une femme ronde et chaleureuse d'une 60aine d'années, rougit de plaisir. Raymond, plus réservé mais non moins ému, serra la main de Théo avec une fermeté qui en disait long sur son approbation. « Monsieur et Madame Dubois, » dit Théo avec sincérité, « merci d'être venus. Merci surtout pour tout ce que vous avez fait pour Julien. Vous lui avez donné ce que nous n'avons pas su lui offrir. »« Monsieur Théo, » répondit Raymond, « Julien est notre fils, autant que le vôtre. Nous sommes heureux de le voir retrouver ses racines. » Ils pénétrèrent dans le salon où Émile les attendait. La rencontre entre le père biologique et les parents adoptifs fut un moment d'une rare émotion. Émile se leva avec difficulté et s'avança vers Raymond Dubois. « Monsieur Dubois, dit-il d'une voix tremblante, comment vous remercier? Vous avez fait de mon fils l'homme remarquable qu'il est devenu. Nous l'avons aimé, monsieur Maréchal. C'est tout, répéta Émile. Mais c'est l'essentiel. » Les deux hommes se serrèrent la main, puis s'étreignirent spontanément. Julien, les yeux brillants, regardait ses deux pères réunis pour la première fois. 1 heure plus tard, Élise arriva. Elle portait une robe bordeaux qui mettait en valeur son teint et ses cheveux. Théo sentit son cœur faire un bond en la voyant. Leurs regards se croisèrent et quelque chose passa entre eux, quelque chose de doux et de prometteur. « Bonsoir tout le monde, » dit-elle, en embrassant chacun. « Pardon pour le retard, j'ai eu une urgence à l'université. »« Quel genre d'urgence ?» demanda Julien. « Un étudiant en détresse. Il voulait abandonner ses études de philosophie parce qu'il ne voyait pas l'utilité de réfléchir dans notre société de consommation. » Elle sourit. « Je lui ai dit qu'il avait précisément cerné l'utilité de la philosophie. »« Et il a été convaincu ?» demanda Émile. Il réfléchit. « C'est déjà un bon début. » Le dîner fut somptueux. Madame Bertin avait préparé un menu traditionnel. Foie gras, saumon fumé, chapon au marron, bûche de Noël. Mais au-delà de la qualité des mets, c'était l'atmosphère qui rendait ce repas exceptionnel. Julien racontait ses projets d'études, ses espoirs d'entrer à Lyon l'année suivante. Les Dubois parlaient de leur vie à Meaux, de leur fierté devant les succès de leur fils adoptif. Émile évoquait ses souvenirs de jeunesse, ses premiers pas dans les affaires. Élise décrivait ses projets pour l'hôtel particulier parisien. Et Théo observait cette famille, recomposée avec émerveillement. Quelques mois plus tôt, il était un héritier arrogant et solitaire. Aujourd'hui, il était entouré de gens qui l'aimaient pour ce qu'il était devenu, pas pour ce qu'il possédait. « Julien, » dit Émile au moment du dessert, « j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit un écrin de velours bleu et le tendit au jeune homme. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Julien, intimidé. « Ouvre. » À l'intérieur se trouvait une montre ancienne, en or, avec une gravure sur le boîtier. « C'était la montre de mon père, » expliqua Émile, « et de son père avant lui. Elle appartient traditionnellement à l'aîné des fils Maréchal. » Julien regarda la montre, puis Théo. « Mais Théo est l'aîné. »« En âge, oui, » répondit Théo. « Mais en maturité, en sagesse, en noblesse d'âme, tu me dépasses de loin. Cette montre te revient de droit. » Julien était visiblement ému. Il prit la montre avec précaution, lut la gravure. « Famille Maréchal, 1889. »« Je ne sais pas quoi dire. »« Ne dis rien, » murmura Émile. « Porte-la, et quand tu l'offriras à ton fils, raconte-lui l'histoire de notre famille. Toute l'histoire. Les erreurs et les rachats, les échecs et les réussites. »« J'aimerais ajouter quelque chose, » dit Julien en attachant la montre à son poignet. « J'aimerais qu'on y grave aussi le nom des Dubois,
parce qu'ils font partie de cette histoire. Raymond et Monique Dubois furent tellement émus qu'ils ne purent parler pendant plusieurs minutes. Après le dîner, ils se retrouvèrent tous au salon pour l'échange des cadeaux. Théo avait offert à Julien une édition originale des Pensées de Pascal. Julien lui avait donné un recueil de ses propres nouvelles qu'il avait fait imprimer spécialement. Élise avait apporté pour chacun un livre choisi avec soin en fonction de leur personnalité. Mais le plus beau cadeau fut celui que fit Émile. « Julien, dit-il solennellement, j'ai une dernière chose à te donner. » Il sortit une chemise cartonnée et la posa devant le jeune homme. « Des papiers d'adoption » demanda Julien perplexe. « Mieux que ça. Les documents pour ta reconnaissance officielle. Si tu l'acceptes, tu pourras porter le nom de Maréchal. Julien Maréchal Laurent. Ou Laurent Maréchal, comme tu préfères. » Julien ouvrit la chemise et parcourut les documents, les mains tremblantes. « Mais... et maman Monique, papa Raymond, ils resteront tes parents, dit Émile. Rien ne changera entre vous. Mais légalement, tu seras aussi mon fils, avec tous les droits que cela implique. » Julien se tourna vers les Dubois, cherchant leur approbation. « C'est ta décision, mon grand, » dit Raymond avec tendresse. « Nous serons fiers de toi, quoi que tu choisisses. »« Alors j'accepte, » dit Julien d'une voix ferme. « Julien Laurent Maréchal. J'aime bien, ça sonne comme une réconciliation. » Ce fut à ce moment que Théo prit conscience que quelque chose d'historique venait de se produire. Une famille brisée par l'orgueil et la lâcheté venait de se reconstituer autour de l'amour et du pardon. « Il y a autre chose, » dit-il en se levant. « Quelque chose que je veux dire devant vous tous. » Il se tourna vers Élise, qui le regardait avec curiosité. « Élise, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Vous m'avez appris ce qu'était la vraie noblesse, l'authenticité, le courage. Vous m'avez révélé à moi-même. » Il s'approcha d'elle, le cœur battant. « Je ne vous demande pas de répondre maintenant, mais j'aimerais que vous sachiez que je vous aime, vraiment, profondément, et que j'aimerais construire quelque chose avec vous. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Élise le regardait avec des yeux brillants, visiblement troublés. « Théo, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » répéta-t-il. « Réfléchissez, prenez votre temps. Mais sachez que mon cœur vous appartient. » Élise se leva et s'approcha de lui. Sans un mot, elle posa sa main sur sa joue et l'embrassa doucement. « Moi aussi, je vous aime, » murmura-t-elle, « depuis plus longtemps que vous ne le pensez. » Des applaudissements éclatèrent dans le salon. Julien sifflait d'admiration, les Dubois souriaient avec attendrissement, et Émile pleurait de joie. « Mes enfants, » dit-il d'une voix émue, « vous venez de m'offrir le plus beau Noël de ma vie. » Dehors, la neige continuait de tomber sur Lyon, recouvrant la ville d'un manteau de pureté. Et dans le salon des Maréchal, une nouvelle histoire d'amour commençait, bâtie sur les ruines de l'ancienne, plus forte et plus vraie. L'arrogant héritier avait disparu pour laisser place à un homme accompli. Et la famille Maréchal Laurent venait de naître, portée par l'espoir et l'amour retrouvés. La librairie Mola de Bordeaux bruissait d'une activité inhabituelle en cette soirée de juin. Une foule élégante se pressait entre les rayonnages, un verre de champagne à la main pour assister à la présentation du dernier livre de Julien Laurent Maréchal, « Lettre à ma mère disparue ». Théo observait son demi-frère depuis le fond de la salle, ému de voir ce jeune homme de 18 ans s'exprimer avec tant d'aisance devant un public conquis. Julien avait terminé son année de terminale avec mention très bien et s'apprêtait à entrer à l'université Jean Moulin de Lyon en septembre. Mais surtout, il venait de publier son premier recueil de nouvelles chez un éditeur parisien prestigieux. « Il est remarquable », murmura Élise en se glissant près de Théo. « Regarde comme il captive son auditoire. » Théo sourit et passa instinctivement son bras autour de la taille de sa femme. Ils s'étaient mariés 3 mois plus tôt, dans une cérémonie simple mais émouvante, célébrée dans le jardin de l'hôtel particulier de la rue de Varennes. Émile avait conduit Élise à l'hôtel, symbole puissant de la réconciliation familiale. « Ma mère m'a appris que l'amour véritable ne connaît pas les frontières sociales », lisait Julien en citant un passage de son livre. C'est dit, elle m'a montré qu'on peut aimer au-delà des conventions, au-delà de la peur du qu'en dira-t-on. Son histoire d'amour avec mon père n'a pas eu la fin qu'elle méritait,
mais elle a produit quelque chose de beau, la réconciliation de deux familles qui ont appris à s'aimer malgré leurs différences. Des applaudissements chaleureux saluèrent ces mots. Théo reconnut dans l'assistance plusieurs visages familiers. Vincent, qui couvrait l'événement pour son journal, Madame Fouquet venue spécialement de Paris, les Dubois rayonnant de fierté, et même quelques professeurs de l'université de Lyon qui avaient fait le déplacement. Émile était assis au premier rang, dans un fauteuil roulant que sa maladie l'obligeait désormais à utiliser. Sa détérioration s'était accélérée ces derniers mois, mais il avait insisté pour être présent à ce moment important. Ses yeux brillaient de fierté en écoutant son fils cadet. Après la lecture, ce fut l'heure des dédicaces. Théo et Élise s'approchèrent de la table, où Julien signait ses livres. « Pour mon grand frère Théo », écrivit Julien avec application, qui m'a appris que le courage, c'est parfois de remettre en question ce qu'on a toujours cru vrai. Avec toute mon affection, Julien. Et pour ma grande sœur, Élise, continua-t-il en prenant un second exemplaire, qui a su transformer la douleur du passé en force pour l'avenir. Merci d'avoir été le pont entre deux mondes. Élise serra le livre contre elle, les larmes aux yeux. « Tu sais, dit-elle à Julien, maman serait si fière de toi. Tu as réussi là où nous avons tous échoué. Tu as réconcilié l'amour et la raison, le cœur et l'esprit. J'ai eu de bons maîtres, répondit Julien en souriant. Une sœur, philosophe, un frère repenti, un père biologique en quête de rédemption et des parents adoptifs qui m'ont appris que l'amour ne se décrète pas, il se vit. Quand ce fut le tour d'Émile, Julien quitta sa table et s'agenouilla près du fauteuil roulant. La maladie avait creusé les traits de son père, mais n'avait pas éteint l'intelligence de son regard. « Papa, dit doucement Julien, ce livre, c'est aussi le vôtre. L'histoire de votre amour avec maman, de vos regrets, de votre rédemption. » Émile prit le livre avec des mains tremblantes et lut la dédicace que Julien venait d'écrire. « Pour Émile Maréchal, mon père, qui m'a appris qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, et qu'un homme se juge à ses actes, pas à ses erreurs. Merci, mon fils, murmura Émile d'une voix brisée par l'émotion. Merci de m'avoir pardonné. Il n'y avait rien à pardonner, répondit Julien. Seulement beaucoup à comprendre et à construire. Plus tard dans la soirée, la famille se retrouva dans un restaurant bordelais réputé. L'atmosphère était détendue, joyeuse. Raymond Dubois racontait des anecdotes sur l'enfance de Julien, arrachant des rires à toute la tablée. Monique Dubois, plus discrète, observait avec attendrissement cette famille recomposée qui avait su intégrer leurs propres enfants. « J'ai une annonce à faire », dit soudain Théo en se levant, un verre de champagne à la main. Un silence expectatif s'installa. Élise et moi, nous attendons un enfant. Les exclamations de joie fusèrent autour de la table. Julien se leva d'un bond pour étreindre son frère, les Dubois applaudirent et Émile pleura ouvertement. « Un petit-fils », murmura-t-il, « ou une petite fille. Les deux nous iraient, dit Élise en riant. Nous espérons des jumeaux. Des jumeaux, s'exclama Julien. Ils auront le plus cool des oncles. Le plus jeune, en tout cas, le taquina Théo. Et le plus sage, ajouta Élise. Émile leva son verre d'une main tremblante. À la famille Laurent Maréchal, dit-il d'une voix émue, à ceux qui sont partis et qui nous regardent, à ceux qui sont là et qui s'aiment, et à ceux qui vont venir et qui porteront notre histoire. À la famille, répétèrent-ils tous en chœur. Dehors, Bordeaux scintillait sous les étoiles d'une nuit d'été. Les terrasses étaient de plaine, les rires fusaient, la vie suivait son cours éternel. Mais dans ce restaurant, autour de cette table, quelque chose d'unique venait de se jouer. Une famille déchirée par l'orgueil et la lâcheté avait appris à se reconstruire sur l'amour et le pardon. Théo Maréchal, l'ancien héritier arrogant, était devenu un homme accompli, qui dirigeait désormais l'entreprise familiale avec une vision sociale innovante. Il avait créé une fondation dédiée à l'éducation populaire et consacrait une partie importante de son temps au bénévolat. Élise Laurent Maréchal poursuivait sa carrière d'enseignante tout en dirigeant le centre culturel de la rue de Varennes, devenu un lieu de référence pour l'éducation des adultes en difficulté. Julien Laurent Maréchal s'apprêtait à entamer des études de philosophie tout en continuant à écrire.
Son premier livre rencontrait un succès critique remarquable, et plusieurs éditeurs se disputaient déjà son prochain manuscrit. Émile Maréchal coulait ses dernières années dans la sérénité, entouré de l'amour de ses 2 fils et de sa belle-fille. Sa maladie progressait, mais il avait trouvé la paix en réconciliant enfin sa vie avec ses valeurs. Et quelque part, dans le mystère de ce qui survit à la mort, Madeleine Laurent souriait peut-être en voyant que son histoire d'amour inachevée avait finalement produit ce miracle. Une famille unie par l'authenticité plutôt que par les conventions, par l'amour plutôt que par l'intérêt. 3 ans plus tard, quand Émile Maréchal s'éteignit paisiblement dans son sommeil, ce furent ses 2 fils qui portèrent son cercueil. Julien avait alors 21 ans et était devenu l'un des jeunes écrivains les plus prometteurs de sa génération. Théo était père de jumeaux, un garçon et une fille qu'ils avaient prénommés Madeleine et Gabriel, en hommage au passé et à l'espoir de l'avenir. Sur la tombe d'Émile Maréchal, ils firent graver une épitaphe simple. Il a appris que l'amour vaut tous les courages. Et c'était vrai. L'histoire commencée dans l'arrogance et l'humiliation s'achevait dans la réconciliation et l'espoir, parce que parfois, il suffit qu'une personne ait le courage de dire la vérité pour que tout change. Parfois, il suffit qu'un cœur s'ouvre pour que guérissent toutes les blessures. Théo l'avait appris de la plus belle des manières, en découvrant qu'Élise Laurent, la professeure qu'il avait voulu humilier, était en réalité la clé de sa propre rédemption. Et aujourd'hui, en regardant jouer ses enfants dans le jardin de leur maison lyonnaise, en voyant Julien leur raconter des histoires avec la même tendresse que Madeleine avait dû avoir autrefois, il savait qu'il était devenu l'homme qu'il était destiné à être. Non pas malgré ses origines, mais grâce à ceux qui avaient eu le courage de l'aider à les dépasser.